5, 4, 3, 2. Bonjour tout le monde. Nous souhaitons commencer par reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, faisant partie de la Confédération Haudenosaunee. Nous sommes conscients des conséquences de la colonisation et la reconnaissance territoriale fait partie d'un long processus nécessaire de la déconstruction des acquis de la colonisation qui sont profondément ancrés dans nos esprits et dans la société. Cette reconnaissance doit s'accompagner d'une suite d'actions individuelles et collectives au quotidien. Notre débat sur l'environnement est en ce sens une occasion de nous rappeler que les nations autochtones ont su vivre en harmonie avec les territoires durant des milliers d'années et jouent toujours un rôle important dans la protection des terres et des eaux dont nous dépendons tous et toutes. Notre organisation reconnaît donc l'importance des luttes autochtones et affirme notre support au premier peuple. Bonsoir à toutes et tous. Je vais faire une introduction de mise en contexte. Donc, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, le Canada se réchauffe près de 2 fois plus rapidement que le reste de la planète. Les événements vécus lors de l'été 2021 nous confirment que nous sommes bel et bien en urgence climatique. On parle de l'effondrement de la biodiversité, la gestion de l'eau potable ou encore de l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Ce sont tous des enjeux pour lesquels les décisions municipales ont et auront des impacts importants dans le futur. Partout au Québec, des débats sur l'environnement sont organisés par les citoyennes et citoyens, épaulés par l'initiative Véro vert. C'est dans ce contexte que le groupe citoyen La Planète s'invite au Parlement Longueuil a décidé d'organiser ce débat en la présence des 4 candidats à la mairie de Longueuil. Notre intention, c'est d'inciter ces candidats et candidates à exposer leurs idées et à nous informer des gestes concrets pour l'environnement qu'ils comptent poser, et ce pour les générations futures et actuelles. Les questions de ce soir sont inspirées des 68 propositions citoyennes sur les enjeux environnementaux intitulées « La planète s'invite à la mairie », endossées par les partenaires de Véro vert. Merci beaucoup, madame. Alors, c'est à mon tour. Ça vient de m'enlever une partie de l'introduction que je devais faire. À mon tour de me présenter, François Laramée de TVRS, entre autres, aussi du Journal Le Relève et de quelques autres médias. C'est avec plaisir que j'ai accepté, évidemment, l'invitation du groupe La Planète s'invite à Longueuil. Je l'ai fait bénévolement, par plaisir, pour rendre service à un organisme du milieu que je considère qui fait un travail important. Cela dit, je n'ai aucun lien, aucune partisanerie, ni aucune adhésion à quelque mouvement que ce soit, mais je le fais pour le plaisir de rendre service. Alors, ce soir, comme vous le savez, l'ordre des candidats a été fait par tirage. Leurs présentations répondront à chacune des questions, formuleront leurs conclusions. Ça a donc été tiré au hasard avant le débat, en ma présence, et je le confirme. Nous demandons évidemment aux candidats de faire preuve de respect les uns vers les autres, soit en n'intervenant pas au même temps qu'un autre candidat et en employant le langage et un ton respectueux. Le débat sera de plus ou moins 2 heures, c'est selon vous, et moi aussi. Et nous sommes évidemment actuellement en direct sur Facebook. Alors, je vous souhaite à ceux qui sont avec nous et qui nous accompagnent, bonne soirée. Aux 4 candidats et candidates qui sont ici à l'avant pour justement mieux informer la population, mais je vous souhaite un bon débat, une bonne soirée. Comme ma collègue le disait tantôt, ce débat, bien évidemment, n'a pas pour but de répondre à toutes les questions, mais j'espère que vous y répondrez quand même à plusieurs.
Cela dit, oui, le tirage a été fait au cours de la semaine pour l'ensemble des questions qui seront posées ce soir. Il y avait aussi un enjeu pour la présentation, votre présentation des 4 candidats et candidates. Ça a été fait tout de suite avant le débat de ce soir, encore une fois, devant public, parce qu'on a un petit public. Et le tirage au sort a voulu donc que la présentation, qui est prévue pour 1 minute, débute avec la présentation de M. Jean-Marc Léveillé, chef de Longueuil citoyen. M. Léveillé, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi d'abord aussi de saluer vos collègues. Je vois Catherine Fournier qui est à côté de vous, de Coalition Longueuil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. José Latendresse, chef de Longueuil Ensemble, qui est avec nous à ma gauche. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur Letourneau, Jacques Letourneau, Action Longueuil, chef de Action Longueuil aussi, nous accompagne évidemment. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. J'en étais à vous dire que le sort a désigné pour la présentation d'1 minute Monsieur Léveillé, Jean-Marc Léveillé, qui va débuter sa présentation, je le répète, 1 minute chacun. Bonsoir à tous. Merci, M. Laramie. Il est évident qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'environnement, ce n'est pas un sujet qu'on parlait il y a 40 ans dans les élections municipales. Et lorsqu'on voit la complexité du sujet, j'espère que très humblement, j'apporterai ma contribution et celle de mon parti à améliorer notre environnement. Dans un premier temps, on parle de GES, on parle aussi de biodiversité, on parle de climat changeant, on parle d'îlots de chaleur, on parle de tous ces sujets-là. Et ces sujets-là méritent naturellement une réflexion très poussée. Et le débat n'est pas très propice aux grandes réflexions puisque nous avons 1 minute pour réfléchir. C'est à peu près le seul moment où on peut vous dire que l'environnement fait partie de nos priorités les plus importantes. Il en va de notre famille, il en va aussi de nos petits-enfants et enfants. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. J'aurai la chance à ce moment-là de pouvoir donner un peu plus de détails. Merci beaucoup, M. Léveillé. Alors, le choix désigné, Mme Latendresse comme deuxième participante à faire sa présentation. Bien, d'abord, je voulais vous dire merci de cette opportunité de pouvoir vous parler d'enjeux, de discuter d'enjeux environnementaux. Merci à tous les bénévoles qui ont organisé ce débat-là. On le sait, en environnement, c'est beaucoup d'énergie de citoyens, citoyennes engagés. Donc, merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je voudrais dire que Longueuil Ensemble, on peut affirmer que nous sommes en accord avec l'urgence climatique et avec la nécessité que les municipalités déploient toutes les énergies nécessaires pour qu'on soit capable de lutter contre cette crise que nous avons. Un des fondements importants de notre programme, c'est que les citoyens aient envie de rester à Longueuil et qu'on leur permette de rester à Longueuil. Et nous espérons qu'à l'intérieur des prochaines minutes, nous pourrons vous convaincre de notre engagement au niveau de l'environnement. Merci. Merci, Mme Latendresse. Encore une fois, le tirage au sort a désigné Catherine Fournier, chef de Coalition Longueuil, comme troisième candidate. Merci. Merci à tout le monde qui nous écoute également via les réseaux sociaux. Je tiens à saluer Véro Vert et également La Planète s'invite à Longueuil pour l'organisation du débat de ce soir qui est tellement crucial. En fait, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de discuter de nos propositions en matière d'environnement qui sont réellement centrales à notre campagne à Coalition Longueuil parce que l'environnement, c'est le défi et même la responsabilité, je dirais, de tout décideur politique en 2021. Ça tombe bien, chez Coalition Longueuil, justement, on représente cette relève en politique municipale. On est une nouvelle équipe et on s'est tous engagés à mettre au cœur de notre action la lutte contre l'urgence climatique. On a mis la table ce printemps avec déjà l'annonce d'une charte verte qui vise à préserver les droits environnementaux des citoyennes et des citoyens. Puis on a dévoilé par la suite plusieurs plans, notamment en matière de conservation des milieux naturels, de verdissement, d'exemplarité environnementale et également de nommer un conseiller scientifique en chef pour la ville de Longueuil pour nous accompagner comme décideurs dans la prise de décision. Alors, j'ai très hâte de vous exposer nos idées ce soir. Merci, Mme Fournier. Monsieur Letourneau, à votre tour d'avoir votre minute. Bien. Alors, Jacques Letourneau, Action Longueuil. C'est clair que le paradigme environnemental est l'enjeu du 21e siècle.
Je pense que le niveau municipal est l'endroit privilégié pour intervenir de façon soutenue et structurante pour justement donner un coup de barre. Parce que quand on lisait la presse ce matin en première page et qu'on nous rappelle qu'après la crise de la COVID, il y a une utilisation plus importante de l'automobile dans la grande région de Montréal, puis ça concerne Longueuil aussi. Il y a quelque chose là d'effectivement troublant. Et dans ce sens-là, moi, je pense que non seulement il faut reconnaître le paradigme environnemental, ça, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus, mais surtout sur l'importance d'agir localement. Des grandes politiques nationales, là, mais localement, on a les moyens d'agir pour faire en sorte qu'on va donner ce coup de barre nécessaire pour proposer un modèle de développement durable. Merci beaucoup. Donc, on passe évidemment au volet questions, parce que au-delà des présentations, il y a des questions et il y a même une série de 9 questions qui vous ont été préalablement adressées. Et pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent, je vais vous poser les questions et encore une fois, on a déterminé par voie de tirage dans quel ordre vous y répondrez. On y va tout de suite avec la première question sur la consommation et les impacts des changements climatiques. Vous vous en doutez bien. On constate que de plusieurs manières, l'eau potable est surconsommée et gaspillée. Par exemple, l'arrosage par les industriels pour les piscines privées, dans les lave-autos, ainsi que pour la consommation citoyenne. La Ville de Longueuil a même demandé aux citoyens de réduire la consommation d'eau cet été. Quel engagement prenez-vous pour que Longueuil réduise la consommation et le gaspillage de l'eau? Madame Latendresse, s'il vous plaît. Merci, M. Laramé. En effet, l'eau potable au Québec est surconsommée et gaspillée. Moi, j'ai fait un voyage au Sahara pendant 10 jours et je me suis aperçue que l'eau est aussi précieuse que l'or. Donc, nos habitudes de consommation, il va falloir qu'elles changent drastiquement et ça va demander beaucoup de sensibilisation auprès des citoyens pour qu'on soit capable vraiment de modifier nos façons de faire. On a le rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Longueuil qui nous disait en 2019-2021 que notre consommation d'eau était encore très élevée. Entre autres, on a mis dans les commerces et dans les nouvelles maisons des compteurs d'eau, mais on ne les accompagne pas, les commerces et les maisons, pour qu'on soit capable de pouvoir avoir des moyens concrets pour diminuer nos façons. Donc, c'est pas suffisant avoir de l'information. Encore faut-il qu'on accompagne, on sensibilise la population pour qu'on soit capable de modifier nos façons de faire. On a aussi instauré graduellement il va falloir instaurer graduellement une tarification volumétrique des services d'eau pour le secteur des industries et des commerces. L'expérience démontre que quand on travaille comme ça vient sensibiliser, puis on a une diminution sensible au niveau de l'ensemble des commerces. La Ville compte aussi sur son territoire 250 institutions, donc qui sont des écoles, qui sont des centres hospitaliers. Il y en a seulement une soixantaine qui ont des compteurs d'eau. On a encore une idée vraiment très vague de notre consommation, donc il va falloir être beaucoup plus rigoureux dans la façon qu'on mesure pour être en mesure d'accompagner, sensibiliser et pouvoir développer des moyens concrets pour aider. On a aussi, dans certains quartiers, ça pourrait être intéressant également d'installer des compteurs d'eau et avoir des projets pilotes qui nous permettent d'avoir des pratiques gagnantes et des quartiers qui sont plus sensibilisés. Merci. Merci beaucoup. Madame Fournier, maintenant que vous avez un nouveau micro, c'est à votre tour. On va faire le test. Oui, OK, ça marche. Merci pour cette question. D'abord, c'est évidemment une question de sensibilisation. C'est certain qu'au Québec, au Canada, nous sommes, il faut se l'avouer, parmi les citoyens qui consommons le plus de ressources naturelles comme l'eau. Donc, c'est clair qu'il faut que la Ville agisse comme une facilitatrice dans cette transition vers davantage d'économie, par exemple, pour nos ressources d'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut prendre exemple déjà sur les bons modèles. Il y a des villes, par exemple, des municipalités qui ont établi certains programmes où ils vont mettre en place des incitatifs pour la vente, par exemple, à faible coût de bacs récupérateurs d'eau de pluie. Donc, autant pour les citoyens que pour les entreprises, parce qu'effectivement, il faut qu'on réussisse à accompagner davantage les entreprises dans cette transition. On a également plusieurs enjeux à Longueuil, parce qu'avec la densification qu'on voit dans certains quartiers,
On sait qu'il y a plusieurs citoyens, en fait, qui ont même des difficultés d'accès à l'eau potable avec le débit d'eau qui ne fonctionne pas bien dans certains cas, justement en période de pointe. Alors, c'est certain qu'il faut également mettre en place des incitatifs pour que, justement, au moment où on parle de remplissage de piscines privées ou encore évidemment d'utilisation d'eau, en fait, aux heures de pointe, il faut faire en sorte que, justement, la pression sur nos infrastructures soit moins forte pour que, justement, on puisse également économiser l'eau potable à ce moment-là. Merci beaucoup. Au tour de M. Léveillé de nous faire état de ses propositions. Vous comprendrez, excusez-moi, monsieur Latendresse. Quand même. Monsieur Laramé. Je vous en prie. Moi, c'est un petit peu... je vais retourner la responsabilité vers la ville. Il y a à peu près 30 de l'eau potable chaque année qui est perdue dans le sol à cause d'une fuite d'aqueduc. Et c'est le système lui-même qui est désuet. Ça représente 24 millions de mètres cubes d'eau de perdu. Donc, on peut demander aux citoyens de faire attention, mais le premier qui doit faire attention, c'est la ville elle-même. Donc, ce qui est proposé, c'est davantage d'utiliser les débitmètres dans les différents secteurs de l'agglomération, en passant l'eau est une juridiction de l'agglomération, et d'inciter l'ensemble des villes à mettre des débitmètres pour pouvoir dépister les fuites. La deuxième des choses, s'assurer qu'on a une surveillance par écoute Wi-Fi. Ça existe, ces technologies-là, pour repérer les fuites à l'intérieur du système d'aqueduc et d'être en mesure d'intervenir le plus rapidement possible et non pas laisser couler l'eau pendant des heures et des heures sur une rue. Alors, je vous dirais que cet effort-là, c'est un effort qui est mesurable et quantifiable qu'on peut faire immédiatement à l'intérieur des 4 prochaines années et de laisser le temps à nos citoyens de s'habituer. Et j'ai toujours peur que l'instauration de compteurs d'eau vienne inévitablement avec une belle taxe à l'utilisation. Merci beaucoup. Monsieur Letourneau, vos solutions pour le gaspillage de l'eau? Oui, d'abord, il faut savoir que la Ville de Longueuil a adopté une stratégie de l'eau. Il s'est fait des affaires au cours des dernières années. Une stratégie de l'eau qui a été d'ailleurs saluée par l'Ordre des ingénieurs du Québec comme étant extrêmement proactive. M. Léveillé vient de le mentionner. Le principal problème de fuite, de perte d'eau, c'est dans le réseau de distribution. Bon, évidemment, ça ne vient pas dédouaner la responsabilité des citoyennes et des citoyens par rapport à l'utilisation de l'eau. Mais en même temps, il faut que la Ville soit exemplaire et dans ce plan-là, déjà dans le plan des infrastructures de 450 millions, il y a effectivement des travaux qui vont se faire sur le réseau de distribution pour être capable, disons, de colmater les brèches. Moi, je pense qu'il faut y aller au niveau de la consommation maintenant personnelle, individuelle, sur une approche non coercitive, mais une approche d'éducation. Moi, je pense que la meilleure façon de convaincre les citoyens et les citoyennes qu'il faut faire une utilisation responsable de l'eau, c'est par l'éducation, c'est par l'information. Si on veut être capable de transiter vers d'autres pratiques, si on veut être capable d'amener des pistes de solutions, et les citoyens qui vont être plus résistants, on en voit encore des voisins qui arrosent le trottoir pour nettoyer le bord de rue. Ça n'a pas de sens. Ou des périodes de canicule où les gens vont malgré tout arroser leur belle pelouse alors qu'on devrait plutôt s'en tenir disons, à quelque chose de plus restreint. Donc, moi, je pense qu'au-delà d'une politique structurante, il faut faire un travail d'éducation auprès de la population, puis de sensibiliser les gens. Moi, je ne suis pas très coercitif au sens où je ne rien de mettre en place une police de l'utilisation de l'eau. C'est plutôt en informant le monde de l'importance de ce bien inestimable pour la population. Merci, M. Letourneau. Toujours dans le même bloc, je vous rappelle, cela dit, avant d'aller plus loin, que vous avez des petites cartes sur vos tables qu'on appelle des jokers. Vous avez chacun 3 jokers. Si jamais vous voulez utiliser ces cartes comme droit de réplique après une question, vous avez 3 jokers, à moins que vous en ayez plus puis vous m'en ayez caché. Mais je pense que vous en avez juste 3 chacun. Vous pouvez les utiliser soit après une question ou à la fin du bloc numéro 1. Mais vous ne pourrez pas les utiliser, les 3, les 4 ou les 5, à la fin complètement. Alors, c'est à votre disposition et à votre gré également. On passe à la question numéro 2.
Un rapport de Recyc Québec datant de cette année indique que plusieurs matières pouvant être recyclées et valorisées ne le sont pas. À Longueuil, un faible pourcentage de ce que les citoyens mettent au recyclage sera véritablement recyclé. Faute de débouchés, de recycleurs, de triage adéquat ou parce que les installations existantes ne le permettent pas. D'autres solutions existent pour limiter l'enfouissement des déchets. Quels sont vos engagements en ce sens, Madame Latendresse? Merci, M. Laramé. D'entrée de jeu, j'ai le goût de vous dire qu'on est vraiment au début d'un recyclage responsable. La seule chose qu'on fait présentement, c'est qu'on ramasse presque essentiellement. Mais on le sait qu'au niveau de l'environnement, il y a tout un travail à faire en amont, puis un travail à faire en aval du ramassage. Présentement, on a peu d'installations pour être capable de trier, pour transformer, pour recycler et même biométhaniser. Parce que présentement, quand on part avec les matières pétrissables, ça s'en va directement à Varennes. Donc, on a beaucoup de pertes d'utilisation de camions, faire beaucoup de transport pour être capable de pouvoir biométhaniser. Au niveau environnemental, on le sait, le traitement doit être à proximité pour être efficace. Donc, il va falloir qu'on travaille différemment, qu'on trouve des alternatives et qu'on pense beaucoup plus petit et à plus d'endroits et beaucoup plus agile pour être capable d'avoir un travail complet. Au niveau des bacs bruns, on le sait, les multilogements, les petits commerces, c'est pas normal que les bacs bruns soient si limitatifs. Présentement, les gens peuvent avoir un petit commerce, puis c'est pas possible pour eux de pouvoir récupérer. On a fait quelques avancées. On a maintenant, on ramasse le verre et je veux féliciter les groupes de citoyens et il y a Jean-François Boivin qui a travaillé très fort sur ce dossier-là, Guy Sauvé également. Donc, on a installé des conteneurs de verre, donc on a un premier pas. Et ça, dans les bacs bleus également, ça nous permet d'avoir, ça réduit la contamination de la matière mise dans nos bacs. À moyen terme, il va falloir développer aussi un système de tri à la source par le citoyen selon les matières recyclées pour qu'on soit beaucoup plus efficace au niveau du recyclage. Et ça va passer par beaucoup de sensibilisation, mais aussi des options après le ramassage pour qu'on soit capable à proximité de pouvoir traiter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Letourneau, sur la thématique des vidanges. On y va. Ouais, moi, je pense que l'enfouissement, c'est la dernière des options. Malheureusement, encore aujourd'hui, les gens ne le savent pas, là, mais il y a une partie de notre recyclage qui s'en va directement dans les sites d'enfouissement. Moi, pendant plusieurs années, à la CSN, je suis intervenu avec des syndicats, que ce soit au niveau de la Société des alcools du Québec, que ce soit avec les producteurs d'alcool ou autres, pour justement faire des campagnes sur l'utilisation de la bouteille brune, pour mener des campagnes auprès de la Société des alcools du Québec pour recycler tout le verre. Moi, j'ai jamais fait de calcul, là, mais je sais qu'au Québec, on est des bons consommateurs de vin et probablement que si on fouillait dans le bac de recyclage, 80% peut-être du verre vient de la consommation notamment de vin et ces représentations-là sont toujours restées lettres mortes. Donc, ça prend une stratégie gouvernementale et bien sûr, il faut agir au niveau local, au niveau de la municipalité. Moi, je pense qu'il y a des pas qui ont été faits de façon considérable, notamment avec l'arrivée du bac brun, mais il y a tout un travail d'éducation à faire. Combien de gens nous disent « ramenez les poubelles, on voudrait retrouver les poubelles à chaque semaine ». Moi, je pense que quand on fait un pas en avant, il faut pas faire un pas en arrière, mais il faut, comme je l'ai dit tantôt au niveau de la consommation de l'eau, il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer. Moi, je me suis fait servir, je vais finir là-dessus, par une dame dans un restaurant sur le chemin Chambly dernièrement qui m'a dit « Monsieur Letourneau, allez-vous ramener les poubelles? » J'ai dit « Ben non, je ramènerai pas les poubelles parce que, ma chère madame, ça va pas dans le sens de l'intérêt collectif pour l'avenir de l'humanité. Mais peut-être, par contre, qu'on aurait dû mieux accompagner les citoyennes les citoyens dans la transition pour leur expliquer comment on fait du recyclage, comment on fait de la récupération, comment on transite. Donc, tout un chantier, mais assez stimulant parce que la Ville joue un rôle fort important à ce niveau-là. Merci, M. Letourneau. Au tour de M. Léveillé de nous faire part de ses visions sur le même sujet.
Dans un premier temps, plusieurs intervenants risquent d'être interpellés, le provincial, le fédéral, puis le municipal. Chacun son terrain de jeu. Je rappelle à mes collègues ici qu'il y a différents terrains de jeu sur lesquels on doit intervenir. Mais à première vue, il manque effectivement de recycleurs. Mais il manque de recycleurs pourquoi? Parce que notre recyclage est mal fait. Les produits qu'on envoie sont de mauvaise qualité. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer que la qualité du recyclage va être bien. Puis, en même temps, on va éviter aussi que nos appels d'offres soient le plus bas soumissionnaire qui, lui, contamine directement le produit parce qu'il il fait trop rapidement et de façon moins bien que ce qu'on pourrait faire pour le recyclage. Mais on peut faire des choses comme on a proposé, nous autres, d'établir ce qu'on appelle nos cercles plus à rien dans chacune de nos bibliothèques, d'éliminer les bouteilles de plastique sur notre territoire, les sacs de plastique sur notre territoire, et en même temps, s'assurer que le gouvernement du Québec est très conscient des impacts et des sources qu'on a. Mais quand on me dit, moi, qu'on arrête de faire des vidanges l'été, j'ai hâte que vous rencontriez un citoyen qui a des couches dans un bac noir, puis ça fait 2 semaines qu'il attend près de 32 degrés Celsius. C'est bien le fun, ça. Je peux vous dire que ça sent pas les fleurs du tout. Et surtout, lorsqu'il y a des entreprises qui se présentent à la ville de Longueuil avec des propositions pour recycler du verre et qui sont obligées d'attendre 1 année avant de rencontrer quelqu'un pour pouvoir trouver un terrain, il y a peut-être quelque chose qui est incohérent. Et dans la cohérence, c'est là qu'existe le cynisme des citoyens. Si on ne fait pas de l'environnement une priorité de chaque jour, si on ne fait pas les petits gestes de chaque jour pour s'assurer que chacun des citoyens voit sa ville sensibilisée à ces éléments-là, mais au moins, quand tu as une entreprise de recyclage qui se présente, tu en prends en priorité avant n'importe quel autre. Merci, M. Léveillé. Au tour de Catherine Fournier, sur le même sujet, évidemment. Par rapport à la gestion des matières résiduelles, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. Je crois qu'il aurait dû avoir un bien meilleur accompagnement des citoyens dans la transition lorsqu'il y a eu l'implantation du compost à Longueuil, parce qu'on sait que les changements aux collectes ont eu lieu avant même qu'il y ait tous les quartiers de Longueuil qui aient reçu en fait leur bac brun. Donc c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation citoyenne, bien sûr. Et il faut tout faire pour réduire la production de déchets à la source. Alors, c'est clair qu'il faut prendre des actions, qu'il faut prendre des engagements vers le zéro déchet, accompagner les citoyens pour que, justement, ils puissent avoir plusieurs outils à leur disposition pour être en mesure de diminuer leur consommation, leur production de déchets. On veut notamment ajouter un volet à la journée verte de Longueuil en ce sens-là, puis de donner des ressources pour, justement, arriver à faire la transition et pourquoi pas avoir un programme de subvention également pour les produits menstruels durables, comme ça se fait déjà dans plusieurs municipalités au Québec. Maintenant, pour ce qui est des centres de tri, nous, on pense que ça passe par la confiance. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui actuellement ont fait le choix, par exemple, de moins recycler parce qu'ils n'ont pas confiance dans les centres de tri qu'on a actuellement. Donc, nous, on s'est engagé à évaluer la performance de nos centres de tri et également à rendre public les données quant à la quantité des matières recyclables résidentielles qui sont recyclées et les rejets annuels aussi, ce qui s'en va finalement à l'enfouissement. Donc, c'est extrêmement important. Puis, on sait aussi que nécessairement le gouvernement du Québec va devoir jouer un rôle dans ce dossier-là, parce qu'on sait qu'en 2019, il y a le centre de tri de Saint-Hubert qui avait d'ailleurs fermé ses portes pour plusieurs semaines, qui avait causé énormément d'inquiétudes. Moi, j'étais intervenue comme députée à ce moment-là auprès de Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, qui a finalement allongé l'argent pour que le centre reste ouvert, mais la situation est toujours précaire. Alors, c'est certain que la prochaine administration, et c'est ce à quoi on s'engage, devra avoir cette situation-là bien à l'œil. Merci beaucoup, Mme Comment ça Fournier. marche, l'affaire des petites cartes, là? Alors, vous l'avez levé, la carte, là? Oui, je la lève. Parlez, à cette heure. Ah bon, OK, c'est bon, ça. Non, mais je veux rebondir. Oui, ça va rapide, puis je laisse même 10 secondes à Jean-Marc. Moi, l'histoire des poubelles, honnêtement, parce que quand tu fais une campagne électorale, bon, évidemment, tu vis avec les politiques qui sont en place, puis tu dis, OK, y a-tu des trucs où on pourrait revenir? Puis j'avoue, moi, que je le constate aussi, effectivement, que dans certains quartiers, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais là, je me suis dit, dire qu'on va rétablir la collecte aux semaines pendant 3-4 mois, c'est comme annoncer finalement que tu recules sur quelque chose quand même qui est central. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on se donne une stratégie dans certains quartiers pour effectivement régler le problème du débordement. Parce que moi, chez nous, j'en fais pas de débordement, mes voisins en font pas aussi, mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où c'est malheureusement un problème. Merci.
Je comprends très bien, parce que quand tu n'as plus d'enfants aux couches, tu peux plus le savoir, ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand tu as des bacs bruns, tu dois les clipper, c'est la danse des ratons. Ça aussi, c'est une autre danse que les Longueuillois vivent. Les ratons laveurs qui trouvent qu'on a un beau distributeur de mèches chinois sur les rues, parce qu'il faut déclipper les bacs bruns. Donc, à partir de ce moment-là, là, il y a une incohérence dans ce qu'on demande aux citoyens, puis de recycler. Le recyclage, là, je pense que tout le monde est bien. Mais les méthodes qu'on utilise, mur à mur, que tu sois une famille de 5 et demi ou que tu sois 2 dans ta maison, c'est la même chose. Que tu aies 3 enfants à bas âge, ça a une incohérence. Merci beaucoup. Donc, monsieur... Est-ce qu'on peut répondre, ajouter quelque chose? M. Letourneau vient de Non? brûler sa carte. Oui, ben, je suis bien conscient. Je me suis dit, si on l'utilise Oui. jamais... Je veux juste ajouter quelque chose. C'est juste parce que je pense que les gens ne savent pas, mais les couches vont dans les bacs bruns. Vous utilisez votre carte dans ce temps-là, par exemple. Oui. Ah, il faut utiliser la Ben oui, là vous n'avez pas de passe free. C'est pas vous qui étiez interpellé. Ah non, j'ai répondu. Ah, OK, ben j'ai... Puis dites-moi OK. pas qu'il vous en reste 3 après ça. C'est la preuve qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire, quand même, justement. Ben oui, Pas c'est tout ça, le monde exactement. sait que les couches avant dans les bacs. Tu viens d'utiliser ta Est-ce qu'on carte. est en train d'utiliser nos cartes? OK, on a appris. D'accord, OK, d'accord. C'est un Faut apprentissage. toujours payer pour apprendre. Mais c'est un fait, parce que les gens ne savent pas. Là. La 3e question, donc. On parle de changement climatique. Les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents et augmenteront en durée et en intensité dans les années à venir. Les vagues de chaleur peuvent causer des coups de chaleur, des troubles cardiovasculaires et respiratoires et même des décès. Les surfaces minéralisées accroissent la température de l'air, créant des îlots de chaleur que l'on retrouve plus souvent dans les quartiers socio-économiquement défavorisés. Comment comptez-vous vous attaquer, oui, aux îlots de chaleur? Encore une fois, le tirage a déterminé que c'est Jean-Marc Léveillé qui répond le premier. Alors, dans un premier temps, notre programme prévoit d'éradiquer l'un des plus importants îlots de chaleur sur la Rive-Sud. Et, excusez-moi. Un des plus importants îlots de chaleur sur la Rive-Sud, puisque Taschereau va être une de nos principales cibles au cours de notre mandat. Pourquoi Taschereau? Parce que tout le monde voit Taschereau, il n'y a pas d'arbres, il y a du stationnement en quantité industrielle, et c'est un potentiel de faire le plus beau des TOD sur la Rive-Sud. Donc, notre première priorité, nous, va être de reconfigurer Taschereau d'un bout à l'autre et d'en faire un endroit où il va y avoir des arbres, du logement social, du logement abordable, des endroits pour travailler dans la haute technologie dans le secteur de la santé et de la biologie, et tout ça dans une mesure où ça va être compatible avec notre plan d'environnement. La deuxième des choses, 100 000 arbres. 100 000 arbres, pour certains, c'est pas grand-chose, mais c'est la reconstitution de certaines forêts urbaines pour s'assurer que le ruissellement de l'eau, c'est les arbres qui les retiennent le plus. Et à partir de ce moment-là, 100 000 arbres répartis sur l'ensemble du territoire devraient être une contribution importante, en notant aussi qu'on arrête de couper les vieux arbres qu'on a dans nos vieux quartiers. Parce que là, actuellement, on est dans la situation où on coupe nos arbres, nos beaux gros arbres dans les vieux quartiers pour faire de la revitalisation et de nouvelles maisons, mais sans nécessairement prévoir ce qu'on fait par rapport à ces arbres-là. Donc, pour nous, l'embellissement va faire partie aussi de cette approche-là. L'embellissement de nos quartiers, faire en sorte que les gens soient heureux d'y vivre, mais en même temps, qu'il y ait une cohérence toujours dans notre approche environnementale, c'est-à-dire de ramener les canicules le plus loin possible, et nous répondrons par le fait même au problème de GES. Un transport en commun efficace sur Taschereau permettra de le faire. Merci. Sur la même thématique, Catherine Fournier, maintenant. Merci. La question du verdissement, c'est une question très importante pour la santé publique, parce qu'on sait que ça peut même poser des dangers pour beaucoup de personnes vulnérables. Et on sait, quand on regarde une carte de Longueuil, là, c'est quand même assez fascinant de voir à quel point on a de nombreux îlots de chaleur. Comme élu, ça a toujours fait partie de mes engagements, notamment dans les dernières années. J'ai participé à de nombreuses opérations de plantation d'arbres dans les cours d'école, qui sont souvent des îlots de chaleur importants dans les quartiers, qui sont très développés autour de l'asphalte, malheureusement. Donc ça, c'est sûr que ça va faire partie de nos engagements. Accompagner le centre de services scolaires, les différentes écoles de Longueuil
dans le verdissement de leur cours d'école. Mais on sort des écoles, il faut verdir les quartiers. Donc oui, quand on fait de la densification, je suis d'accord avec Jean-Marc, il faut surtout éviter à tout prix d'enlever les arbres matures qui participent justement à garder un peu de fraîcheur dans des quartiers qui ont déjà bien de la difficulté, qui sont déjà des îlots de chaleur en soi. Il faut intégrer des critères dans les nouvelles constructions pour que justement des espaces verts soient prévus, des cours, qu'on préserve les arbres matures, mais également qu'on procède à de vastes opérations de verdissement partout dans nos quartiers, que ce soit en bordure des routes, quand on élargit les trottoirs pour avoir un effet, par exemple, sur la circulation automobile, bien, profitons-en pour planter des arbres. Même chose sur les abords des axes routiers. C'est une bonne façon également de venir capter la pollution, les poussières, les particules qui sont produites par le passage des véhicules. Donc, c'est certain qu'on veut faire des bandes d'arbres autour des axes routiers. Puis également, bien, de reboiser les milieux naturels également qui ont été aux prises avec les problèmes en lien avec la grille du Frêne. On sait par exemple qu'il y a un problème très important au parc Michel-Chartrand, qui est pourtant le poumon de Longueuil. On va devoir procéder à de vastes opérations de reboisement dans les prochaines années et donc ce sera très important de mettre ça au cœur de nos actions, de nos engagements. Également, bien, soutenir les citoyens qui souhaitent planter des arbres avec la distribution d'arbres gratuits. Puis j'invite tout le monde à aller lire notre plan très complet sur notre site web. Merci, Mme Fournier. Madame Latendresse, sur la thématique. Excellent. Oui, c'est vrai que les changements climatiques, c'est un accélérateur de facteurs de risque au niveau de la santé. Il va falloir qu'on prenne ça au sérieux. Au niveau des nouveaux développements, il va falloir qu'on les réfléchisse beaucoup plus, je dirais, globalement. Donc, présentement, je prends pour exemple Mountain View. C'est un développement récent et on n'a pas pensé de parc, on n'a pas pensé de pistes cyclables, on n'a pas pensé d'espaces verts, on n'a pas planté adéquatement les arbres. Donc, il va falloir réfléchir vraiment de façon beaucoup plus complète quand on réfléchit à un nouveau développement. Au niveau des quartiers déjà développés, bon, évidemment, nous autres, on a le concept de quartier 15 minutes, donc qui nous amène à vivre le quartier un peu différemment avec des ressources autour. Mais ça, c'est pour empêcher en tout cas, permettre d'utiliser beaucoup moins la voiture. La plantation d'arbres, il va falloir être extrêmement proactif par rapport à ça. On a perdu une grande part de notre canopée avec la grille du Frêne. Et juste avec la grille du Frêne, ça fait 12 ans qu'on savait qu'on avait la problématique. On a été extrêmement lent à réagir à cette problématique-là. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus proactif. Je suis allée à Montréal, dans Annecy, les arbres sont déjà protégés. Ils ont pu garder leur frêne. C'est impossible que nous, on n'a pas été capable de faire ça. En plus, il faut protéger nos arbres matures. On a c'est moi qui l'avais emmené, la politique de l'arbre, avec une réglementation très stricte. Malheureusement, elle n'est pas suffisamment respectée et les amendes sont pas assez salées pour les gens qui ont peut-être qui sont peut-être un peu plus lousses au niveau de ça. Il va falloir aussi réfléchir présentement au niveau des maisons qui se font détruire et qu'on a des grosses constructions qui se font puis on détruit des arbres. Il va falloir faire un moratoire, créer un comité patrimoine et démolition pour qu'on soit capable de protéger notre environnement. Merci. Mme Latendresse. Alors, M. Letourneau, en conclusion sur cette thématique et cette question. Ouais, moi, je ne suis pas du genre à faire de grands débats théoriques, mais s'il y en a un que je vais faire avec le conseil municipal le 8 novembre, c'est celui sur le développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire, le développement durable? Comment on concilie l'économie, le social et l'environnement? Parce qu'à partir du moment où on est au clair sur les principes du développement durable, après ça, là, le plan d'urbanisme, le développement des quartiers, d'une rue, peu importe par le bout on le prend, ça devient le cadre de référence avec lequel on travaille avec l'administration de la ville. C'est le cadre avec lequel on travaille quand on discute avec les citoyens et les citoyennes de développement. Il y a un gros morceau à Longueuil. Moi, je suis d'accord avec M. Léveillé, le boulevard Taschereau. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital Charlemagne pendant quelques années comme préposé aux bénéficiaires. J'étais le président du syndicat des employés. Et Taschereau, c'est une horreur. Et à l'époque, on le constatait, même si on n'était pas conscient de l'impact sur le plan environnemental. Mais honnêtement, aujourd'hui, là, alors qu'on parle d'un axe Panama, métro Longueuil qui passe par Taschereau, c'est-tu un REM, c'est-tu un tramway, peu importe pour l'instant. Mais il faut déjà planifier en fonction de cet axe de transport-là
quelque chose d'autre que ce que l'on connaît, et j'inclurais là-dedans, pas juste en termes d'impact sur l'environnement, mais comme modèle de consommation. Je suis désolé, là, en tout respect pour les gens qui ont des commerces sur le boulevard Taschereau, il faut repenser notre façon d'entretenir les rapports à la consommation. Donc, moi, je vois très bien, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être que je ne serai plus là, mais mes enfants vont être encore là parce qu'ils ont 15 puis 16 ans, quelque chose qui va être à la fois beau, respectueux des enjeux environnementaux, puis collé sur des réalités comme le développement, par exemple, du logement social ou même des coopératives d'habitation pour les gens de Longueuil. Merci, M. Letourneau. Je crois que Mme Fournier veut utiliser son joker du bloc numéro 1. Oui, ben en fait, je pense que ça peut nous permettre de préciser et d'allonger notre temps de parole sur certaines propositions. Puis je veux l'utiliser maintenant parce que le verdissement, c'est extrêmement important. Évidemment, je souhaite me conformer. En fait, je souhaite que la future administration municipale puisse se conformer à l'objectif d'atteindre 25 de canopée d'ici 2030. C'est un objectif qui est atteignable, qui est ambitieux, mais il faut se donner les moyens de pouvoir le réaliser. Puis surtout, j'aimerais ajouter la notion de biodiversité. Quand on parle de plantation d'arbres, c'est bien beau, mais il faut prévenir justement les situations qui ont eu cours, comme la grille du frêne, qui a malheureusement détruit plusieurs de nos espèces dans nos boisés. Donc, la biodiversité, lorsqu'on fait des plantations d'arbres, bien, ça va agir en prévention. Lorsqu'il y a des insectes ravageurs, puis on le voit encore une fois cet été avec la chenille spongieuse. Donc, ça doit faire partie de nos engagements. Merci beaucoup, Mme Fournier. On n'a pas le droit de faire un joker, c'est un joker? Ben non, c'est un joker par bloc de 3 questions. C'est une réponse par joker. Mais si jamais la personne prend un joker pour parler, on pourrait comme faire semblant qu'on se sent interpellé. Oui, mais je vais On va respecter les règles. Un joker par intervention. Je vais m'en apercevoir, alors ça ne marchera pas. Pour répondre au joker de quelqu'un. Oui, c'est ça, oui. Fait que prépare-toi pour le prochain bloc. Donc, en pratique, il vous reste donc chacun 2 jokers pour les 2 prochains blocs. Bon, de 3 questions. Et on passe justement au deuxième bloc sur la pollution et la dégradation de la biodiversité. Question numéro 1 de ce bloc. Le trafic aérien est source de nuisances sonores et d'émissions de particules fines ayant des impacts néfastes sur la santé des populations avoisinantes. Comment prévoyez-vous concilier la responsabilité de protéger la population avec le développement des activités du fameux aéroport de Saint-Hubert? Et c'est Mme Fournier qui va être la première à répondre. D'abord, il faudrait parler des activités actuelles de l'aéroport qui ont aussi un effet sur la santé des gens de la Rive-Sud en général, parce qu'on sait notamment avec la présence, les vols des gros avions porteurs la nuit, donc 2 avions en particulier qui troublent le sommeil de plusieurs de nos concitoyennes et de nos concitoyens. On sait qu'il y a des études qui ont été publiées cet été dans les journaux qui ont démontré de façon très probante les effets que ces réveils la nuit pouvaient avoir sur la santé de la population. Donc, en ce qui a trait à la gestion de l'aéroport, notre première priorité chez Coalition Longueuil, ce sera de négocier la cessation des vols de nuit non urgents. Parce que bien sûr, il y a des vols médicaux, il y a des vols militaires, mais on sait tous très bien à quel vol ici on fait référence. Maintenant, par rapport au projet de développement, ce qui va devoir être pris en compte dans une future consultation citoyenne, il y en a déjà eu une en 2010, donc il faut la mettre à jour avec les nouvelles données et intégrer la gestion environnementale dans les données qui seront analysées. Par exemple, quel sera le répertoire d'augmentation de gaz à effet de serre avec le développement de l'aéroport. Donc, il faut qu'on puisse avoir une idée de ce qui est projeté parce qu'on sait que nécessairement les activités aéroportuaires participent énormément au gaz à effet de serre que nous produisons ici sur le territoire, mais je veux dire à l'échelle de la planète en général. Donc, c'est sûr que les notions d'environnement, mais également de transparence, devront faire partie de cette réflexion-là sur le futur de l'aéroport. Oui, il y a un développement, mais quel développement maintenant? Il peut y avoir plusieurs modèles, notamment des modèles, puis je sais que mes collègues partagent également cette vision-là, axée sur l'innovation. Ça tombe bien, on a plusieurs institutions d'enseignement à Longueuil, notamment l'ENA, qui est sur le territoire, juste à côté, en fait, de l'aéroport. Puis ça, d'ailleurs, c'est un autre dossier important. Mais donc, je pense qu'il faut bâtir sur nos forces. On peut se distinguer, on peut devenir des leaders en termes justement de transport vert. L'ENA a des projets d'avoir un centre de développement axé sur l'innovation. Alors, à nous, comme administration, de les appuyer dans cette démarche-là. Merci.
au tour de M. Détourneau sur la vocation et la vision de l'aéroport. Oui, bien, l'aéroport, c'est quand même un sujet extrêmement important, avec une sensibilité certaine, notamment pour les gens qui vivent près de l'aéroport, là, pour ceux et celles qui font du porte-à-porte depuis quelques semaines, voire quelques mois, on le sait. Quand on côtoie les gens de l'aéroport, on nous parle notamment du fameux vol de Crona qui fait du fly-in, fly-out sur la côte nord pour déplacer les travailleurs, les travailleuses. Moi, je pense que quand on envisage le développement de l'aéroport, parce que l'aéroport va se développer, il ne faut pas non plus faire croire aux gens qu'il ne se développera pas. Il va se développer, puis peut-être un petit rappel, qu'il est de juridiction fédérale, l'aéroport de Saint-Hubert. Donc, la Ville peut intervenir, certes, mais la Ville a aussi des limites dans ses capacités d'intervention. Cela dit, moi, je les ai rencontrés, les gens de l'aéroport, je leur ai dit l'acceptabilité sociale. J'ai parlé de développement durable tantôt, mais le développement durable, c'est de dire il y a de l'économie, il y a du développement économique qui va se faire avec l'aéroport. C'est pas un sacrilège de parler de développement économique puis de redistribution de la richesse, mais il faut que ça se fasse dans l'acceptabilité, puis il faut que ça se fasse en tout respect de l'environnement. L'innovation, moi, j'étais content. On a parlé d'avions électriques. Là, au début, je me disais, on est-tu en train de proposer quelque chose de complètement flyé? Bien, j'entendais M. Legault aujourd'hui dire que le Québec va devenir un pôle innovateur national de transport électrique. Il a parlé de l'avion. Puis Hydro-Québec aussi, aujourd'hui, en même temps, fait une belle pub sur l'hydroélectricité en disant « L'avion électrique, c'est l'avion de l'avenir ». Donc, il y a des écoles de formation à Longueuil. Il y a des écoles d'innovation qui font de la recherche. Il y a Pratt & Whitney aussi, qui est un partenaire important sur le plan du développement économique. Donc, développement durable, asseoir tous les acteurs pour être capables de faire en sorte que ce soit un aéroport de l'avenir et non du passé. Merci beaucoup. Madame Latendresse, sur le même sujet, bien sûr. Oui, merci. C'est sûr qu'on a été déçus quand Dachel a sorti son plan d'affaires. Ça baigne dans un pôle d'innovation. Ça foisonne d'innovation au niveau aérospatial, aéronautique, en avionique. Et tout d'un coup, on arrivait avec un plan d'affaires qui avait l'impression d'être déjà dans le passé. Donc, c'est sûr que sur le coup, là, on s'est tous demandé qu'est-ce qui s'est passé. En plus, les low cost, qui est quand même un des grands fers de lance de ce plan d'affaires-là, ça n'a pas de sens. C'est bruyant, c'est pas écologique. Il va falloir qu'on réfléchisse complètement à quelque chose d'autre. Moi, j'ai dit très tôt, j'espère que les premiers avions verts décollent de Saint-Hubert. On est dans un pôle d'innovation, ça serait extraordinaire. On ne sera jamais partenaire d'un plan qui empêche les citoyens de dormir. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que c'est à proximité des citoyens. Moi, je faisais du porte-à-porte dans la Flèche, puis à un moment donné, les avions passaient, on ne s'entendait pas parler. Donc, il va falloir être aussi beaucoup plus rigoureux dans le respect des règles qui ont été faites au niveau des silencieux sur les vols. Donc, présentement, j'avais rencontré quelques-uns des citoyens qui disaient « c'est pas vrai que les avions respectent cette réglementation ». Donc, il va falloir travailler à ce niveau-là. Un autre enjeu qu'on a, c'est tout le développement des infrastructures routières autour. On n'est pas capable présentement de prendre un gros développement de cette zone aéroportuaire parce que c'est complètement enclavé. On a la 112, on a la 116, où est-ce que c'est toujours bloqué. On a peu de routes alternatives. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse aussi en même temps à développer au niveau routier, puis ça nous donnera le temps d'avoir nos avions verts, parce qu'ils décollent déjà de Vancouver. Donc, espérons qu'on puisse les avoir à Saint-Hubert. Merci. Merci beaucoup. En conclusion, M. Léveillé, sur le sujet de l'aéroport. Naturellement, au mois de juillet, on émettait, nous autres, sur notre plateforme, déjà cet élément-là, qui était très important, de faire de Saint-Hubert un pôle de technologie, de nouvelles technologies en aéronautique. Et entre autres, d'associer l'ENA, notre école, notre collège actuel, à l'ETS, de faire venir une partie de l'ETS pour faire la recherche et développement dans le secteur des avions, des nouveaux avions, c'est-à-dire tant au niveau des moteurs électriques que des produits ou des composantes qui rentrent sur un avion. Je veux pas péter votre ballon, comme disait un de mes collègues, mais avant d'avoir un moteur électrique dans le milieu des avions, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on est aussi bien de regarder nos alternatives entre-temps. Donc, de faire de Saint-Hubert un pôle de recherche déjà en partant, c'est un élément important. La deuxième des choses, c'est au niveau de la gouvernance de Dachel. Il est temps qu'on mette Dachel
au pas de la ville. Ça fait 20 ans, ça fait depuis 2001 que les plans sont déposés. Ça fait depuis 2001 qu'ils ont un plan de développement économique qui n'a pas changé, qui est identique puis qui est un échec au bout de la ligne. Cet échec-là fait en sorte que Longueuil ne bénéficie pas du développement de l'aéroport. Ça s'est fait au dépens de Mirabel et Aéroport de Montréal, c'est-à-dire le développement de l'aéroport de Montréal, ils ont un droit de premier refus sur tout vol international jusqu'en 2071. Alors, bonne chance, ceux qui veulent négocier, placoter. Vous allez avoir du temps pour placoter parce que ça ne se produira pas. Donc, aussi bien de regarder les autres alternatives immédiatement, dont, entre autres, le développement des jets d'affaires qui, eux, sont pas mal une plus petite cohorte. On est capable de créer des emplois de haute qualité, de développer un hangar de réparation et d'entretien et de développer aussi ces moteurs-là, parce que c'est dans les jets privés, les plus petits avions, que l'avenir du moteur électrique va prendre son essor, aussi bien de commencer à l'avoir dans notre cours avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup, M. Léveillé. Alors, la question suivante. On parle d'eau cette fois-ci. L'agglomération de Longueuil a le pire bilan à l'échelle de la province selon l'indice d'intensité des déversements des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent par la Fondation Rivière. Quels sont vos engagements pour régler les problèmes liés à l'intensité des déversements, considérant l'augmentation de la population liée au nouveau développement immobilier? Monsieur Letourneau, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Larabé, vous avez fait un papier en novembre 2020 là, où vous nous appreniez que, selon un palmarès de la Fondation Rivière, c'est à Longueuil, dans l'agglomération, que les déversements sont les plus importants. Là, j'avoue mon ignorance, je vais vous dire honnêtement, quand j'ai lu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. J'en revenais pas qu'encore en 2020, on garoche dans le fleuve Saint-Laurent autant de résidus et de déchets. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose quand même qui est dans ce qu'on appelle la stratégie de l'eau, là, parce que on n'invente pas la roue aujourd'hui. Là, il y a quand même des choses qui se font à Longueuil depuis un certain temps. Et c'est clair qu'une nouvelle usine d'épuration, ça va être une priorité pour nous autres. Parce que Québec la finance de mémoire, là, mais je pense qu'on parle d'1 milliard, c'est pas rien quand même, là. Québec la finance à la hauteur de 90 %, mais il faut quand même que la ville de Longueuil partage le 10 % dans l'agglomération. Donc, c'est quand même un 50 millions, là. Et s'il y a un engagement financier costaud, parce que c'est costaud, 50 millions, là, on parle de théâtre, de parc aquatique, tout ça est super important, mais s'il y en a un qui urge, c'est bien d'avoir une usine d'épuration qui va être capable de gérer les déversements. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je vais intervenir le lendemain de l'élection parce que ça ne se construira pas si le moteur électrique, Jean-Marc, ça prend quelques années. Une nouvelle usine d'épuration, ça peut prendre un certain temps, mais il faut d'urgence arrêter ça. Là. C'est une vraie honte nationale, cette histoire-là, j'en reviens pas, moi. Encore qu'on soit à déverser, comme on le fait, les résidus puis le trop plein de nos égouts dans le fleuve. Merci beaucoup. Catherine Fournier, sur le sujet. Bien d'accord avec Jacques. C'est vraiment une honte de voir que périodiquement, Longueuil fait les manchettes pour ses déversements d'eau usée dans le fleuve. On se rappellera également tous là, de la crise de l'eau en 2015. Je pense que ça avait quand même sonné l'alarme sur la vétusté de certaines de nos infrastructures, puis de l'urgence également de procéder à des investissements en ce sens-là. On sait, c'est pas nécessairement sexy, effectivement, d'investir dans nos infrastructures sanitaires. Pourtant, c'est absolument nécessaire pour éviter justement le plus possible de déversement d'eau usée à l'avenir, puis également de s'assurer qu'en situation d'urgence, qu'il n'y ait pas de problématique là, pour la population sur le plan là, de l'approvisionnement en eau. Donc oui, nous également, à Coalition Longueuil, on s'engage à faire les investissements nécessaires pour poursuivre la mise aux normes de nos infrastructures sanitaires. Je sais, on peut reconnaître qu'il y a déjà des investissements qui ont été prévus dans les dernières années. Il faut les poursuivre, il faut les accentuer. C'est sûr que ça va occuper une grande partie de nos budgets, mais encore une fois, c'est absolument nécessaire. Puis c'est clair que de ma part, c'est un engagement que nous allons tenir parce qu'on ne peut pas jouer et mettre une épée de Damoclès là, au-dessus de Longueuil en ce qui a trait à nos infrastructures sanitaires. Et encore une fois, je reviens, c'est une question de responsabilité également par rapport également avec notre cohabitation avec notre fleuve dont on doit évidemment prendre soin. Merci beaucoup. Monsieur Léveillé, des solutions pour les déversements des eaux usées?
Ben oui. Vous savez, la principale raison pour laquelle on a des déversements d'eau usée, c'est quand il pleut trop. Parce qu'on a encore beaucoup trop d'égouts pluviaux qui sont des égouts qui se versent dans les égouts. Donc, à toute fin pratique, le déversement de nos égouts, de nos surplus, est principalement dû à des grandes ondées d'eau qui se déversent dans nos égouts parce qu'on n'a pas d'égouts pluviaux. Je pense entre autres à Saint-Hubert dans le secteur Pacifique, qui le secteur de l'eau, toute l'eau, y compris les eaux de surface, sont déposées dans les égouts. Le résultat, ça surcharge l'usine. Et quand vous surchargez une usine, bien, pendant ce temps-là, elle ne fait pas la job pour laquelle elle est supposée de faire. Il y a des interconnecteurs qui n'ont pas encore été faits. Donc, les égouts pluviaux, il n'y en a pas. C'est les égouts ordinaires. Donc, on déverse de l'eau de pluie tout simplement dans nos égouts et ça ne fournit pas. Je vois des yeux qui sont un peu plus sérieux, mais je comprends que ça devient très technique. Mais c'est souvent le problème qu'on a ici à Longueuil, c'est qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, les bonnes solutions au bon moment. Il y a quand même une enveloppe de 400 millions là, pour redresser puis mettre à niveau les actifs de ce côté-là. C'est un 400 millions qui est supposé de se faire sur 10 ans. Nous, on a bien l'intention de le faire. Mais la première job à faire, c'est de mettre les tuyaux à bonne place puis de s'assurer que l'eau va arriver à bonne place. Puis déjà là, on va réduire de beaucoup la pression sur notre usine de traitement des eaux. Puis par la suite, il y a d'autres technologies qui vont se développer, qui vont pouvoir être testées, puis par la suite, on pourra s'adresser. De là à mettre 50 millions tout de suite dans une nouvelle usine, je pense mais essayer de faire toutes les autres choses avant, ça va beaucoup aider et plus rapidement d'ailleurs. Merci, Mme Latendresse. Je vous vois ici. Oui, Sourire, hésitante, hocher de la tête. Il y a beaucoup de choses quand on est la quatrième personne. Évidemment, il va falloir agir. La Ville a déposé au ministère de l'Environnement son plan de gestion de débordement des eaux usées. On ne l'a pas vu. Il va falloir qu'on le voit, qu'on le regarde. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Effectivement, on a à la base une usine qu'on doit adresser, qu'on doit améliorer parce que le développement continue de se faire. Donc, à un moment donné, on le sait qu'on arrivera à pleine saturation. Mais d'un autre côté, je suis d'accord avec M. Léveillé, il va falloir qu'on travaille en amont également pour être capable de pouvoir travailler notre souterrain. C'est sûr que c'est moins sexy que, comme on disait tout à l'heure, un parc aquatique et tout, mais c'est essentiel pour qu'on soit capable de pouvoir rencontrer ce besoin-là. Ça se peut pas qu'on soit pire que Montréal. Évidemment, c'est toujours un peu choquant quand on reçoit ces informations-là. Un autre élément, évidemment, il va falloir en attendant, effectivement, quand il pleut trop, est-ce que ça va devenir comme les canicules? Ça voudrait dire que, quand vous le savez, quand il y a des canicules, on fait très attention à l'utilisation d'eau. Bien, j'imagine que jusqu'à ce qu'on soit capable d'agir, il va falloir être aussi responsable et amener les citoyens à être très, très, très vigilants et même nos grandes structures là, pour sensibiliser la population sur une diminution substantielle de notre consommation d'eau dans ces temps sensibles-là. C'est étrange à avoir à dire là, quand il pleut, mais pour qu'on soit capable de minimiser les déversements qui se font dans le fleuve, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. La question suivante, on parle des milieux naturels, évidemment, des milieux naturels qui permettent de réguler les températures, d'améliorer la biodiversité, la qualité de l'air, de filtrer l'eau et de contribuer au bien-être physique et mental de la population. Il est primordial de maintenir l'équilibre des écosystèmes, tout particulièrement en milieu urbain. Le rapport Habitat déposé à la CMM recommande d'atteindre l'objectif de 25 % de territoires protégés. Les gouvernements supérieurs ont adopté des lois pour protéger certains milieux et espèces menacées. Outre le respect de ces lois, envisagez-vous d'autres solutions pour y arriver? On a vu d'ailleurs au cours des derniers jours la problématique encore avec nos fameuses rainettes faugrillons. Madame Latendresse, votre opinion sur le sujet? Oui, merci. C'est sûr que c'est important de maintenir l'équilibre de nos écosystèmes en milieu urbain. C'est sûr, c'est fondamental. On a un plan métropolitain d'aménagement et de développement. On doit le respecter. Je pense qu'on l'a tenu trop loin de nous dans les dernières années. Il va falloir le rapprocher. On a des actions très concrètes sur lesquelles on doit se pencher. Un autre élément que je pense qui est important quand on parle de la sauvegarde de nos milieux naturels,
S'il y a un endroit où on doit travailler de façon commune, c'est bien là et non de façon individuelle. Vous savez qu'à chaque fois qu'on travaille de façon locale, on a, au niveau de la MRC, des répercussions importantes. Donc, il va falloir qu'on discute ensemble de ces milieux humides à protéger pour qu'on soit en mesure de rencontrer la réglementation du ministère de l'Environnement. Lorsqu'on protège un boisé, quand on protège un milieu naturel d'un point de vue local, c'est fondamental. Évidemment, on a des milieux sensibles à protéger, mais pour être capable de le faire respecter, il faut réfléchir la relation qu'on a avec nos développeurs. On a de façon tangible des façons différentes de travailler au niveau du développement. On peut travailler par grappe de développement, on peut utiliser du contournement, s'assurer qu'on a nos corridors pour être capable de pouvoir protéger nos milieux sensibles. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé avant les développements. Donc, on a mis nos développeurs à l'avant-place. Nous, on se dit, bien au contraire, pour être capable de développer, il va falloir, avant même de sortir et de réfléchir nos plans, travailler en amont pour qu'on soit capable de conserver nos milieux sensibles, parce que c'est important. On est vraiment, je dirais, des visiteurs de beaucoup de ces espèces-là qui sont en disparition. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Léveillé, à votre tour. Bon, naturellement, là, il n'y a personne qui est contre la situation de protéger nos écosystèmes, c'est certain. Maintenant, quand on veut développer des quartiers à 15 minutes à pied, là, on va devoir choisir entre la Renette Faugrillon puis le dépanneur qui va nous aider de se déplacer parce que ça fait partie de la réalité de ce qu'on hérite comme type d'architecture et d'urbanisme sur Longueuil. Donc, on aura à faire des choix et ce ne sont jamais des choix faciles. C'est toujours des choix où les citoyens te demandent une chose puis ils te demandent l'autre chose en même temps. Puis ça, je dois dire que c'est pas nécessairement la façon la plus facile. C'est pas les choses les plus faciles. Il faut penser que sur le territoire de Longueuil, il y a 25 de notre territoire qui est agricole, puis on a 10,5 qui est pour d'autres zones, qui s'appellent des territoires avec limitation, que ce soit le golfe, le boisé du Tremblay, que ce soit le parc La Cité, etc. Alors, ces zones-là, ça représente 10,5 Quand vous calculez ça, c'est 30,5 du territoire qui est déjà zoné, limitatif, tu peux plus rien faire avec. Donc, à un moment donné, il va falloir regarder d'autres choses, comment on bâtit, comment on construit nos rues, comment on va revoir notre façon de faire, parce que sinon, juste sur la partie territoriale, pour protéger des zones, bien là, à un moment donné, on va empiéter même dans les chambres à coucher. Tu sais, il faut faire attention aussi. Donc, pour être concret, quand tu as au-dessus de 35 de ton territoire qui est déjà protégé, zoné, bien là, il faut regarder d'autres alternatives ailleurs. Et c'est cette chose-là, pour ça qu'on veut créer ce qu'on appelle les forêts urbaines sur les secteurs qu'on est capable de pouvoir densifier en termes d'arbres. Et surtout, les arbres vont pouvoir faire ce que j'appelle de la rétention d'eau, s'assurer que l'eau pluviale va pouvoir se garder aux mêmes endroits. Et les bassins de rétention servent à ça aussi. Les aménagements verts vont pouvoir se développer dans des secteurs où, exemple, les parcs, on pourra l'identifier davantage en termes d'arbres pour faire en sorte que ça fonctionne. Merci. Monsieur Letourneau, évidemment, sur le même sujet. Oui, sur la question du zonage, là, puis ce que M. Léveillé avance là, sur le 30,5, c'est vraiment la hauteur de ce qui est actuellement zoné, puis c'est important de le rappeler. En même temps, moi, je partage aussi l'idée que c'est plus facile de parler de la protection du territoire puis de l'environnement que de le mettre dans la pratique. Moi, je pourrais vous écrire un roman sur des débats que j'ai faits dans le mouvement syndical quand la question environnementale se pose en opposition à l'économie et à la création d'emplois. Tout le monde est pour la protection de l'environnement, mais quand il s'agit de créer des emplois, surtout des emplois qui sont payants, on va se le dire, c'est toute une partie de bras de fer avec les gens. Et ce que Jean-Marc mentionnait sur souvent la contradiction avec laquelle il faut composer, c'est que les gens disent « Oui, protège l'environnement, mais il faut pas que ça me touche, par exemple. Il faut pas que ça m'affecte trop. » Ça fait partie des contradictions avec lesquelles il faut qu'on compose en politique. Mais une fois que j'ai dit ça, moi, j'ai toujours dit que l'enjeu du développement durable, il peut pas toujours tomber du côté de l'économie puis du développement économique. À un moment donné, il faut que tu dises « Non, on le fera pas. »
C'est-à-dire qu'on ne développera pas. Et là, tu vas avoir des promoteurs, puis tu vas avoir des citoyens, des citoyennes aussi qui vont shaker la cage, là. Parce qu'ils vont dire, oui, mais... Et ça pose tout le débat sur l'étalement urbain, le mode d'occupation du territoire, puis ce qu'on a comme... Parce qu'on veut toute notre maison, puis notre cour, puis notre stationnement, puis on veut pas vivre dans des appartements ou des blocs de condos partagés, mais ça pose l'enjeu de l'étalement versus la densification. Alors, moi, je pense que plus facile de le dire que de le faire, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage politique à un moment donné de dire non, il n'y aura pas de développement économique, puis on va protéger nos milieux naturels. Merci, M. Letourneau. En conclusion, Catherine Fournier, s'il vous plaît. Justement, il faut avoir l'ambition nécessaire pour le faire. Et chez nous, à Coalition Longueuil, c'est justement notre proposition phare, celle de protéger 1500 hectares de milieux naturels ici, sur le territoire de Longueuil. Les scientifiques le disent, encore une fois, l'étude Habitat, justement, à laquelle vous faites référence, publiée à Radio-Canada la semaine dernière, le redit, il faudrait idéalement protéger tout ce qui reste en termes de milieux naturels dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est une question, on y revient, de responsabilité. Les scientifiques le disent. La préservation des boisés et des milieux humides en milieu urbain, c'est une des meilleures stratégies de lutte contre les changements climatiques parce que c'est les puits de captation du carbone les plus importants. Alors, c'est pourquoi notre équipe a mis en place un vaste plan de protection des milieux naturels qu'on s'est adopté dans la première année du mandat. Vous savez, ça fait depuis 2005 que Longueuil ne s'est pas doté d'un plan de protection des milieux naturels. Alors, c'est absolument essentiel qu'on mette ce plan-là de l'avant et que par la suite, on procède par le changement au zonage parce que non, actuellement, les règlements qui sont en place, ça n'a pas une valeur légale de protection à perpétuité. Donc, c'est ce à quoi on s'engage à faire. Puis, évidemment, il y aura certains terrains qu'on devra racheter. À ce moment-là, il y a des programmes de subvention qui existent de la part du gouvernement du Québec, de la part du gouvernement fédéral. Et c'est à nous d'aller chercher les sommes pour le faire. Puis même, on est chanceux. Il y a une jurisprudence qui vient juste pratiquement de se confirmer à Saint-Bruno-de-Montarville il y a quelques semaines. La Ville a gagné contre justement des promoteurs parce qu'elle souhaitait protéger un territoire avec une valeur écologique très, très élevée. Donc, c'est tant mieux. La Ville de Longueuil pourra utiliser la jurisprudence à ce moment-là pour protéger certains terrains qui sont privés actuellement. On pense par exemple au boisé Roberval-Font-Rouge. On veut également créer des parcs nature pour avoir accès également à ces milieux naturels pour la population. Donc, un parc nature, par exemple, sur le bord de Julien-Laure. Donc, plusieurs comme ça pour additionner jusqu'à 1500 hectares de protection. Merci, Mme Fournier. J'ai deux intervenants avec des jokers levés. Mme Latendresse étant la première et M. Léveillé en second. Excellent. J'ai une question pour Mme Fournier. Ma première question, c'est quand vous lancez le chiffre de 25 %, évidemment, ça, pour moi, c'est une sauvegarde locale, puis on le sait qu'au niveau du développement durable, il faut toujours qu'on travaille de façon régionale. Donc, ce 25-là s'ajuste. J'ai un petit peu de difficulté à savoir exactement à quoi vous visez, qu'est-ce que vous visez avec ce 25 %-là, parce que autour d'un territoire aussi grand, parce que là, on a présentement 25 % en agricole, on a évidemment, comme disait tantôt Jean-Marc, 10,5 qui sont déjà limités. Si on rajoute un autre 25 localement, donc je suis un petit peu mélangée dans vos chiffres là, présentement. Qu'est-ce que vous visez exactement? Juste 2 secondes. Oui. Une précision. Oui. Si Mme Fournier répond, elle utilise son droit de réplique. Si vous lui posez une question, elle, comme l'obligez à prendre son droit. Ah, OK, d'accord. OK. Ça, c'est méchant, ça. Ah oui, ah, OK. Ah bon, OK, d'accord. Mais Mme Fournier, il lui reste une Je sais comme juste intriguée. Oui, c'est ça, mais il y en a un que vous pouvez utiliser. Mais je pense que l'autre question est pour moi aussi, fait qu'après, je pourrais répondre. Oui, c'est ça. Quelle sagesse. C'est bon, ça, c'est stratégique. Oui, c'est ça, les deux en même temps. Petite bière d'une balle. Alors, moi aussi, j'ai un petit peu de problème dans vos calculs. Vous avez parlé de 1500 hectares. Il y en a 1225 qui sont déjà protégés. Malgré que vous dites que le golfe n'est pas protégé, le golfe est protégé, on est obligé de sécuriser les citoyens de ce secteur-là parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas protégés. Donc, on les a reconfirmés puis on a revalidé qu'ils sont bien protégés. Ils ne sont pas verts parce que s'ils étaient verts, ils seraient agricoles. Donc, à moins que vous décidiez de détruire le terrain de golf pour en faire une terre agricole, ça, c'est une autre chose. Donc, j'aimerais ça, moi aussi, comprendre d'où vous
vous sortez vos chiffres quand il y a 25 du territoire qui est agricole, puis 10,5 qui est déjà protégé. Merci. Madame Fournier. Parfait, je pense que ça vaut la peine. Je vais prendre les 2 jokers. Non, vous pouvez en prendre juste un en plus. Juste un? Ben oui, Ah, un par bloc de 3 Ok, questions, bon. mais vous pouvez Dommage. répondre aux 2 intervenants. Je pense que ça se recoupait un peu. Le 25 c'est l'étude, en fait, de Habitat qui a paru la semaine dernière, qui suggère d'atteindre 25 des territoires protégés. Nous, à ce à quoi on s'engage, c'est d'avoir 12 du territoire de Longueuil, donc ce qui est possible de faire avec les territoires qui sont disponibles actuellement par un changement de zonage. Vous savez, M. Léveillé, c'est pas vrai que les territoires sont protégés à perpétuité, bien au contraire. Actuellement, selon les données disponibles, il y a seulement 2,6 du territoire qui est légalement protégé sur le territoire de la ville. Ça a même été publié par la communauté métropolitaine de Montréal, confirmé par Radio-Canada. Donc, il faut changer le zonage en vertu de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et c'est ce que nous ferons. Il faut voir à plus long terme. Merci. On est 4 ici, on s'engage à protéger, mais il faut voir les administrations futures. Nous, ce qu'on veut empêcher, c'est tout développement de toute volonté politique Merci, future. merci. Merci, Mme Fournier. Le débat, vous aurez peut-être l'occasion de le reprendre sur d'autres tribunes. On passe cette fois-ci au 3e volet, au 3e bloc de questions. Il vous reste donc chacun un seul joker pour les 3 dernières questions. Vous l'utiliserez à bon escient et comme bon vous semble. Ben oui, non, il fallait le prendre dans le 2e bloc, M. Letourneau. Pas chanceux. Dérange Pas chanceux. C'est bien correct. Ça vous apprendra à tomber en bas de votre chaise quand vous lisez mes textes. Ah, ben là. La question 7, augmenter le transport collectif pour réduire les voitures sur la route fait consensus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le transport collectif n'est pourtant pas toujours efficace ni accessible pour la population de Longueuil qui utilise beaucoup l'auto-solo. Quelle solution proposez-vous afin d'améliorer l'utilisation du transport collectif? Madame Latendresse, vous avez été désignée comme première répondante. Oui, effectivement. On sait que Longueuil, c'est une ville qui a été à la base développée avec une dépendance à Montréal. C'est pas compliqué, tout s'en va vers Montréal. Donc, on a cette espèce de concentration-là. Puis quand on regarde notre transport collectif, ça converge toujours vers le métro Longueuil, donc toujours dans la même direction. Et pourtant, ça fait des années, on travaille, on vit, on se divertit à Longueuil et malheureusement, on n'a pas encore un service collectif, un transport collectif qui nous permet de pouvoir se promener librement. Donc, première chose qui va être importante, ça va vraiment être de réfléchir les circuits entre les quartiers et les arrondissements pour qu'on soit capable d'offrir beaucoup d'options est-ouest pour que ce soit facile et simplifier la vie des citoyens. Il va falloir aussi, évidemment, poursuivre l'électrification des transports. Je pense que c'est devenu la base maintenant. Mais pour être capable de le faire et de le réussir, il va falloir également aménager les garages, aller chercher les investissements nécessaires au niveau de la RTM pour être capable de pouvoir réaliser ces projets-là. On a été particulièrement intéressés quand on a rencontré la RTM de savoir qu'il y a une étude qui se fait présentement sur le déplacement collectif dans un contexte post-pandémique. Puis ça va être intéressant parce qu'on sait que les gens travaillent de plus en plus à la maison, donc leur utilisation du service collectif est probablement en grande mutation. Donc j'ai hâte d'avoir les résultats de cette étude-là pour voir comment on peut probablement réfléchir notre transport collectif de façon un peu différemment. Et on a récemment une refonte tarifaire, mais on a beaucoup de travail à faire pour que ce soit simple pour les citoyens et surtout pour les citoyens qui sont à faible revenu. Nous, on espère que leur carte Opus puisse, jusqu'à temps qu'ils atteignent le montant mensuel, être capable d'être fait à l'utilisation tranquillement, qu'on soit capable de pouvoir nantir leur carte. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Letourneau. Oui, bien, c'est un beau petit dossier, celui du transport collectif. Nous, on dit le métro Longueuil se termine en 1967. 50 ans plus tard, il se termine encore à la même place. Bon, Mme Latendresse l'a bien expliqué. Tout a été pensé en fonction de la banlieue, des gens qui vont travailler du côté de Montréal. Dans les cartons de la caisse de dépôt, il y a, semble-t-il, un 3e volet du REM. Bon, là, on pourrait débattre REM, tramway, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on parle de finir le 2e lien dans l'est de Montréal en 2029.
Fait que là, Longueuil, c'est quand? 2039? 2049? Moi, je vais me battre auprès du gouvernement du Québec. La première place où je vais frapper, c'est chez M. Bonnardel de la CAQ pour dire, le gouvernement du Québec, peux-tu nous donner une date? On peut-tu espérer qu'un jour, on va avoir quelque chose de structurant pour que le monde, à Longueuil, arrête de se promener en char? Parce que, je l'ai dit tantôt dans mon introduction, là, on sort de la crise, tout le monde dit ça va être un changement de paradigme. Ben non. Augmentation de l'utilisation de l'automobile, puis les gens prennent moins l'autobus peut-être parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID ou je ne sais trop. Donc, un transport structurant, Cégep Édouard-Montpetit, pourquoi pas l'hôpital Pierre-Boucher? Puis pourquoi pas l'aéroport de Saint-Hubert? Tantôt, on disait, si l'aéroport se développe, la 116 est tout le temps bloquée. Bien, peut-être qu'on pourrait envisager quelque chose d'un peu plus structurant. Dernière chose, nous, on est sortis en disant qu'on va travailler fort avec le Cégep Édouard-Montpetit pour instaurer la gratuité dans le transport en commun pour les étudiantes de niveau postsecondaire, un peu sur le modèle que l'Université de Sherbrooke a développé là, au cours des dernières années. Inciter les étudiants à prendre le transport en commun plutôt que de prendre l'auto à papa ou à maman. Merci beaucoup. Catherine Fournier, s'il vous plaît, à votre tour. Pour que les gens commencent à délaisser l'auto solo, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut travailler sur l'offre. L'offre de transport collectif, tant que ça ne se rendra pas à eux et que ça ne sera pas facile de faire la migration vers le transport collectif, on n'améliorera pas malheureusement la situation. Donc oui, bien sûr, un transport structurant Est-Ouest. Longueuil a bien besoin de sa part d'investissement, effectivement, depuis les années 60, que nous attendons le prolongement de quelque chose dans l'axe du métro Longueuil, mais il ne faut pas attendre. Il faut déployer, il faut appuyer le plan stratégique, en fait, du réseau de transport de Longueuil. Moi, je suis très fière de faire équipe avec Jonathan Tabarra, qui est le président du conseil d'administration du RTL et qui a vraiment une vision intéressante pour ce qui est du déploiement de nouvelles lignes d'autobus, notamment dans les secteurs plus négligés. C'est bien difficile de demander à des citoyens de troquer leur auto pour l'autobus s'ils ont à peine quelques autobus qui passent là, à chaque jour dans leur quartier. Donc, je pense notamment à tout le secteur au sud de l'autoroute 30 qui est vraiment mal desservi à Saint-Hubert. Quelques autres secteurs également dans le Longueuil, notamment le boisé du Tremblay. Là, quand ça prend 1 heure ou plus se rendre au métro Longueuil, c'est pas réaliste. Donc, mettre plus de services également Est-Ouest, ça va faciliter la vie à nos entreprises également qui ont bien besoin d'avoir du transport pour transporter leurs employés. Donc, assurer une mobilité de la main-d'œuvre, ça aide également à l'attractivité. Puis également, de proposer aux citoyens d'avoir des lignes express, des lignes 24 heures également qui pourront servir certains points névralgiques. Par exemple, les travailleurs de la santé qui peuvent utiliser le transport collectif pour se rendre travailler, que ce soit à l'hôpital Charlemagne, à l'hôpital Pierre-Boucher. Donc, être certain qu'ils puissent avoir un service à toute heure du jour pour que, justement, ils puissent se dire, bien, j'en ai pas besoin de voiture au quotidien, je peux me relayer entièrement sur le transport collectif. Donc, il y aura un défi avec l'arrivée du REM, les autobus qui devront être rabattus vers la ligne du REM. Et donc, c'est important qu'on puisse, justement, assurer un financement adéquat au RTL pour avoir un effet immédiat sur le transport collectif. Merci. Monsieur Léveillé, en conclusion. Méchant casse-tête. Alors, M. Tabarra, sous sa présidence, il a laissé passer 30 millions qui servaient au budget pour pouvoir faire l'analyse, un bureau de projet pour faire l'analyse d'un transport structurant sur Tachereau. Et M. Tabarra a oublié de nous dire qu'il y avait l'ARTM qui était en train de nous transférer 40 millions de pertes de récupération sur le transport en commun, puis qui nous demandait une diminution de services et une augmentation de coûts. Alors, moi, ce que je propose, c'est plutôt qu'on va se repositionner à l'ARTM puis sa presse. Ça prend un leadership dans ce groupe-là qui va arrêter de faire en sorte que Montréal pige dans le plat de bonbons puis Québec se fasse des tunnels à 10 milliards. Donc, dans mon cas, à moi, là, l'axe Tachereau, c'est oui. C'est le REM qui va arriver là. Le REM, c'est pas dans 20 ans qu'on le veut. C'est dans les prochaines années qu'on veut qu'ils commencent les travaux. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils vont faire une grosse économie avec le tunnel à Québec. Fait que ça va être une bonne façon pour nous autres de se récupérer de l'argent dans du plat de bonbons. On va pouvoir développer davantage un offre de service Est-Ouest, comme on parlait, et de faire en sorte que les nouvelles autobus électriques, qui ont été d'ailleurs commandés par la précédente présidente, qui est avec notre équipe, Colette Etier, et qui va faire en sorte qu'on va faire nord-sud. Donc, d'aller prendre des autobus qui vont se rendre dans des plus petits quartiers, des plus petites rues pour enfin arriver à desservir ces gens-là. Et avec raison, tant qu'on n'offre pas un service
efficace, les gens vont continuer de prendre leur auto. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est prouvé. Et si on fait ça de cette façon-là, mais il faut arrêter l'hémorragie de perdre de l'argent au profit des autres. Si on laisse 30 millions passer là, 40 millions passer là, 40 millions, là, ça représente pour chaque 10 millions 1% de taxe pour les citoyens de Longueuil. Et ça, on le dit pas. On le dit pas, on le cache, faut pas en parler. Moi, là, ça, je vais en parler. Merci beaucoup. On passe à la question suivante, mais juste un aparté pour répondre à la question de Mme Latendresse de tantôt qui se demandait les derniers chiffres du RTL sur la fréquentation sont sortis il y a quelques jours parce que j'y ai eu accès. Là, il y a encore il y a une absence de 44,6 des utilisateurs actuellement dans les autobus. Là. Il y en a 55 qui sont revenus seulement. Alors, c'est la situation. Question 8. Le transport actif est bon pour la santé, l'environnement et l'économie locale. Malheureusement, les citoyens et citoyennes rencontrent beaucoup d'obstacles les décourageant à utiliser ce mode de transport. Pensons aux pistes cyclables non continues, aux trottoirs déficients et aux traverses non sécuritaires. Que comptez-vous faire pour rendre plus sécuritaire, efficace et attrayant le transport actif? Madame Fournier. Oui, bien d'abord, je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui, comme moi, sont rebutés d'utiliser le transport actif pour des raisons de sécurité. En fait, il y a plusieurs enjeux qui se posent, puis ça doit être une de nos grandes préoccupations à Longueuil. C'est pourquoi nous, on s'est engagé avec Coalition Longueuil à adopter la vision zéro en matière de prévention d'accidents ou de décès de cyclistes, notamment parce qu'on sait qu'il y a énormément d'enjeux de sécurité à l'heure actuelle, donc autant pour les piétons que pour les cyclistes par ailleurs. Donc, il faut penser nos nouveaux aménagements en matière de diversité des modes de transport, s'assurer également qu'ils correspondent bien aux normes de sécurité, mais également établir des plans de résilience saisonnière. On le sait, on avait toute cette mobilisation pour l'ouverture du pont Jacques-Cartier à l'année, à laquelle d'ailleurs je m'étais jointe comme députée. Puis aujourd'hui, je suis très fière de faire équipe avec Marjolaine Mercier, qui est la cofondatrice de l'association Vélo Longueuil, et avec qui justement on va pouvoir mettre en place ce plan de déploiement du transport actif à Longueuil. On peut penser par exemple à l'aménagement d'un parc d'éducation cycliste également pour les tout-petits, d'avoir des trousses, des programmes également qui sont destinés aux femmes qui désirent apprendre à faire du vélo en milieu urbain justement pour tous les enjeux de sécurité qui se posent. Puis également, renforcer l'évaluation de notre réseau cycliste avec des données publiques en mettant en place un système de compteurs, puis également de pouvoir rendre accessible la réparation de vélos. On sait que ça peut représenter des coûts importants, donc c'est une question également d'accessibilité à toutes et à tous en matière de transport actif. On peut organiser des événements comme un tour de Longueuil à vélo. Bref, axer notre promotion du transport actif beaucoup plus fortement. Puis d'ailleurs, je suis très fière parce que Radio-Canada, dans les dernières semaines, a reconnu que notre équipe avait un plan vraiment innovant en matière de transport actif, puis même qui se démarquait à l'échelle de Longueuil, qu'on était la seule équipe qui avait un plan vraiment réaliste et concret à mettre en place. Et donc, nous avons très, très hâte de pouvoir poser les actions nécessaires pour mettre en œuvre. Merci, Mme Fournier. Jacques Letourneau. Oui, bien, c'est clair que quand on parle de mobilité puis on parle de vélo, on n'est pas à Amsterdam pour des raisons évidentes, au sens où on a l'hiver ici et il y a un certain nombre de problématiques qui sont inhérentes au climat et qui n'ont rien à voir avec la volonté politique. Cela dit, quand on regarde Longueuil positionné même à l'échelle du Canada, c'est pas la catastrophe là, au niveau des pistes cyclables notamment. Longueuil est plutôt bien positionné. Mais il y a des problèmes, effectivement. Moi, j'ai des gens dans mon équipe qui font plus de vélo que moi. D'ailleurs, il y en a un, Éric Bouchard, qui fait du vélo à l'année, qui aimerait bien avoir une piste cyclable tout au long du chemin Chambly pour se rendre à l'hôtel de ville. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est clair qu'il y a des pistes qui sont non complétées, c'est-à-dire une espèce de no man's land. Là. Tu prends ton vélo, puis tu arrives au milieu de nulle part, puis là, tu es obligé de traverser des artères qui sont pas structurées puis organisées pour faciliter le vélo. Ça, je pense qu'il faut compléter ça. Nous, on s'est engagé à ajouter 50 km de pistes cyclables aussi
pour améliorer le réseau actuel. Et c'est clair que quand on parle de mobilité, on parle de vélo, mais j'aime bien la question, là, parce que les trottoirs, c'est pas parce que c'est les vélos qui se promènent ces trottoirs. Mais l'état des trottoirs, je veux dire, à Longueuil, particulièrement quand on parle avec les personnes âgées, et les gens nous disent que c'est un véritable casse-gueule. Là. Moi, il y a même des gens chez qui on est allé, que ce soit dans des résidences pour personnes âgées ou même qui vivent à domicile, qui se sont littéralement cassés la gueule parce que les trottoirs sont dangereux. Donc, il faut faire un effort collectif, effectivement. Mobilité à pied, mobilité en vélo, mobilité en transport collectif. Et sur la moyenne portée, ça va peut-être réduire, je l'espère, l'utilisation de l'automobile. Merci beaucoup. Monsieur Léveillé, vos solutions? Oh, des solutions. Je ne sais pas si je vais en trouver une, mais il y a une chose que je suis certain, c'est lorsqu'on fait les pistes cyclables, là, c'est devenu un méchant tricot. Les triporteurs, les bicyclettes électriques, les vélos de course, les 4 roues, les 5 roues. Vous avez de tout, les 2 roues mobiles, et vous avez une panoplie d'acteurs sur les pistes cyclables qui ne sont pas nécessairement très sécuritaires. C'est très dangereux dans certains cas. Et plus vous avancez en âge, plus il y en a qui commencent à avoir peur de prendre des pistes cyclables. Et moi, je dis, les personnes âgées ont aussi droit aussi à la mobilité. Et ces personnes-là, souvent, on oublie qu'ils n'ont pas ils peuvent pas prendre une bicyclette, eux autres, puis s'en aller avec ça. Eux autres, c'est un petit quadriporteur ou un triporteur avec lequel ils font. Il y a à revoir complètement la signalisation de notre secteur. Il y a aussi à revoir qu'est-ce que c'est qui est du cyclable, qu'est-ce que c'est qui est du trottoir, du marchable. Et l'autre chose, les feux de circulation font partie aussi. Il y a des intersections extrêmement dangereuses. Et je vous défie de comprendre les nouveaux signaux qu'on a au coin de Joliette et Saint-Laurent. Que vous soyez automobiliste ou cycliste, vous avez bonne chance. Si vous comprenez ce que ça veut dire, ce qui est là, vous avez un endroit où vous pouvez passer des heures à comprendre, mais vous n'avez pas des heures à comprendre. Vous avez des fractions de secondes à comprendre. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de revoir l'ensemble de la sécurité complète des pistes cyclables. On a des pistes cyclables qui sont en mauvais état, il faut les remettre en bon état. Et il y a des pistes cyclables qui ne sont pas adaptées pour certains types de cyclistes. Et lorsque des cyclistes se retrouvent aussi dans la rue plutôt que sur une piste cyclable et que le véhicule est obligé de complètement s'en aller de l'autre côté puis qu'il y a une piste à moins de 10 pieds, ça aussi, c'est dangereux. Donc, toutes ces choses-là, on va devoir revoir la sécurité sur les pistes cyclables. Merci beaucoup. En conclusion, Madame Latendresse. Je pense qu'on s'entend tous et toutes pour dire que les pistes cyclables, c'est essentiel si on veut que les citoyens puissent avoir accès à du transport actif. Il va falloir qu'on offre ces pistes-là dans des conditions qui sont intéressantes. Moi, j'ai été de mon vélo de route à un vélo touring parce que vraiment, c'était devenu trop dangereux d'aller sur les pistes cyclables avec des petits pneus. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vélo et les conditions sont assez déplorables. Un autre élément aussi, c'est qu'on a vu dans la dernière année beaucoup de pistes cyclables qui sont arrivées, mais qui ont été vraiment improvisées dans les rues et c'est vraiment pas sécuritaire. Moi, je mets à défi les familles de se promener avec leurs enfants sur les tronçons de Saint-Laurent, par exemple, ou encore, on arrive puis tout d'un coup, elle disparaît complètement. Donc, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à quelque chose de plus structurant pour le citoyen. Puis un autre élément, moi, j'aimerais ça travailler avec les villes de l'agglomération pour qu'on réfléchisse, non pas juste à l'intérieur de Longueuil, mais qu'on puisse aussi réfléchir, parce que si on veut que ce soit un transport actif, il va falloir que, si je travaille à Boucherville, par exemple, que je sois capable facilement de me rendre à Boucherville ou encore de me rendre à Brossard. Présentement, quand on sort du pont Jacques-Cartier, là, puis on veut se rendre à Saint-Lambert, c'est vraiment périlleux. Il n'y a pas de piste là, qui peut nous rendre là. Donc, il va falloir vraiment qu'on le réfléchisse. Un autre élément qui est important, si on veut des citoyens actifs, il va falloir qu'on travaille sur nos trottoirs, les déglacer et vraiment être exemplaire à ce niveau-là. Ça fait quelques hivers que c'est périlleux de sortir de la maison, les gens tombent. Il va falloir qu'on regarde la nouvelle technologie puis qu'on soit capable aussi, comme ville, d'avoir des outils pour déglacer les trottoirs de façon efficace. Merci beaucoup, Madame Latendresse. Notre question numéro 9.
est assez complexe, malgré le fait que 82 % de la population québécoise exige des actions urgentes contre les changements climatiques et veut protéger l'environnement, on constate que les changements de comportement nécessaires ne sont pas toujours au rendez-vous. Souvent, par manque d'information, par cynisme ou désengagement, on continue, oui, entre autres, à couper des arbres, à épandre des pesticides, à mal utiliser les bacs de matières résiduelles. Comment allez-vous convaincre les citoyens des décisions ambitieuses qui doivent être prises pour lutter contre les changements climatiques et l'effondrement de la biodiversité et les soutenir dans celle-ci? Et le tirage au sort a désigné M. Léveillé pour y répondre le premier. Alors, la première des choses, c'est que la Ville doit déjà être cohérente dans ses gestes. Je l'ai mentionné tantôt, la cohérence, c'est ce qui fait que les citoyens vont embarquer, vont suivre cette démarche. C'est pour ça que nous, on a proposé dès le début juillet d'avoir un bureau de l'environnement qui viendrait fournir à nos citoyens l'information requise, que ce soit des biologistes, que ce soit des spécialistes en GES, que ce soit des spécialistes en milieu phonique. Nous avons une nouvelle faune qu'on appelle la faune urbaine, qui est un phénomène tout à fait nouveau. On a plusieurs phénomènes nouveaux en matière environnementale au niveau urbaniste, mais rien dans l'appareil de la Ville, au niveau des employés, nous permet de prendre des décisions éclairées. On dépend toujours de quelqu'un d'autre en quelque part, et ça prend une éternité. Donc, que ce soit des biologistes pour le rétablissement des écosystèmes, que ce soit des arboriculteurs pour nous aider à développer des forêts qui sont cohérentes et diversifiées, ces nouvelles spécialités-là, on a besoin d'aller les chercher puis de les intégrer à l'intérieur de la fonction publique parce qu'on a besoin de prendre des décisions éclairées, pas des décisions de dernière minute. Et c'est la même chose dans la récupération. Il faut aussi que le geste, quand on fait un geste de récupération, bien que l'exécution aussi soit cohérente. Quand l'exécution n'est pas cohérente, ça fait juste en sorte de développer de la résistance chez les citoyens. Donc, faisons une réflexion, pas avant, pas pendant. Quand on a décidé de le déployer, comment on va le déployer? Quelles vont être les stratégies de déploiement pour s'assurer que les citoyens vont prendre adhésion et de ne pas faire du tapis mur à mur. Une famille de 5,5, c'est pas la même chose qu'une famille de 2. Puis faire, j'appelle ça des applications fines. Sinon, les citoyens vont se rebuter. Puis tant que les citoyens vont se rebuter, il n'y aura pas d'adhésion. C'est ces valeurs-là. Et nous, la Ville, ce que je souhaite sous mon administration, c'est qu'on va être capable d'informer les gens à partir de choses concrètes par des spécialistes qui connaissent la matière et qui vont informer les citoyens. Merci beaucoup. Madame Fournier, vos solutions, s'il vous plaît. Ça passe avant tout par le leadership, en fait, de la Ville. Il faut absolument donner l'exemple. C'est pour ça, justement, qu'on a tenu à présenter à la Coalition Longueuil un plan d'exemplarité environnementale, parce que, justement, si on veut avoir la confiance des citoyens, mais il faut qu'ils sentent également que les meilleures actions sont prises également au niveau de leurs décideurs. Donc, c'est certain que parmi nos premières actions, ce sera de dresser un bilan carbone, en fait, des gaz à effet de serre qui sont produits par la Ville de Longueuil, puis voir comment, concrètement, on peut s'attabler à œuvrer à leur diminution. Puis également, il faut penser la participation citoyenne. En impliquant les gens, c'est clair qu'ils vont se sentir davantage partie prenante, puis qu'ils vont sentir également qu'ils ont un pouvoir d'action. Parce que oui, c'est encore le temps d'agir. C'est pas vrai qu'on doit baisser les bras dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a urgence, mais justement, il faut donner les outils aux citoyens pour qu'ils puissent se mobiliser, pour que justement, ils puissent sentir que leurs actions font une différence au quotidien. Et c'est pour ça également qu'on souhaite que la Ville de Longueuil soit une pionnière au Québec, qu'elle se dote d'instruments, en fait, qui seront vraiment les premières, comme par exemple une charte verte qui garantirait, qui protégerait les droits environnementaux des citoyens qui seraient inscrits à même la réglementation de la Ville de Longueuil. Donc oui, évidemment, ça passe par l'accompagnement citoyen, ça passe par une meilleure communication, ça passe par du leadership, ça passe par la pédagogie, puis justement, de faire en sorte que chaque geste qui est posé par la Ville, mais qu'on soit capable d'avoir l'adhésion de la population en mettant les citoyens au cœur des décisions qu'on prend, puis en leur donnant les moyens également de faire la différence autour d'eux. Merci. Monsieur Letourneau. Oui. C'est la question. C'est quasiment philosophique comme débat, au sens où convaincre, tu sais, en politique, on passe toujours notre vie à essayer de convaincre les citoyens et les citoyennes de la justesse des décisions qui sont prises.
Tantôt, on a parlé du recyclage, puis des poubelles, puis on pourrait parler de d'autres enjeux qui sont liés à l'environnement. Puis, malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, ben oui, mais pas dans ma cour, parce que dans ma cour, moi, je veux continuer à consommer comme j'ai toujours consommé, puis bon. Fait que je pense qu'une des dernières choses qu'il faut faire, c'est de culpabiliser le monde. Parce que si on commence à dire au monde, vous avez 4 chars dans votre cour, puis c'est effrayant, mais qu'on n'est pas capable, justement, de leur proposer autre chose, non seulement on n'avancera pas, mais effectivement, on va régresser. Un travail d'éducation patient. Je dirais aussi, ça peut pas juste passer par la ville, le bureau du maire. Il y a une société civile quand même qui existe. Notamment à Longueuil, il y a des groupes dans les quartiers, puis bien sûr, il y a des groupes environnementaux, des groupes écologistes, mais il y a aussi des groupes de citoyens, citoyennes, puis on le voit, les jeunes, aujourd'hui, notamment, jeunes familles, sont davantage préoccupés sur la question environnementale que d'autres générations l'ont été. Donc, je pense dans une dynamique de coopération, d'ouverture, de transparence, de communication, puis de faire cette réflexion-là ensemble sur comment on va convaincre les citoyens et les citoyennes de l'importance, puis surtout, comment on va les convaincre qu'il y a 2-3 affaires à changer, tant sur le plan global au niveau de la ville. Quand on décide qu'il n'y a plus de poubelles à chaque semaine, ça résiste, mais il faut faire le travail d'éducation. Puis comment amener aussi les citoyens et les citoyennes à avoir des pratiques responsables. Moi, je ne veux pas couper d'arbres, mais sur mon terrain, ça m'empêche de construire mon cabanon, me le couper de nuit, tu sais. Non, mais c'est plate, hein? Mais c'est ça la réalité avec laquelle il faut souvent composer. Alors voilà. Merci beaucoup, Madame Latendresse, en conclusion. Oui, et effectivement, on la sent, cette volonté à Longueuil, chez les citoyens, chez les groupes, de vouloir en faire tellement plus pour l'environnement. Il y a un élément qu'on ne peut parler, les gens utilisent encore beaucoup la voiture à essence pour leurs déplacements. Nous autres, on va vouloir encourager, donc on ne veut pas punir, comme on disait, puis se sentir coupable. Bien au contraire, mettre des incitatifs, donc des bornes, l'ajout beaucoup de bornes de recharge publique pour que les gens puissent passer de l'essence à l'électrique. On veut aussi travailler avec le RTL pour que même au sein de la ville, on le voit sur les autoroutes et tout, mais au sein de la ville, que les voies réservées aux autobus, on puisse être en mesure de pouvoir circuler avec les véhicules électriques. On le sait que quand la station de métro, il y a tellement longtemps, est arrivée, ça a changé notre comportement. On le sait qu'il va falloir travailler à la RTM. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure pour être capable mettre beaucoup de pression pour qu'on soit capable d'avoir des projets structurants pour changer nos habitudes. Puis on a évidemment, puis on l'avait dit, l'outil pour qu'on soit capable. Vous savez, quand on se mesure, puis tantôt j'en parlais, si on est capable d'avoir plus de compteurs, c'est pas pour être capable de tarifier, c'est surtout pour être capable d'avoir une unité, puis se comparer, puis s'améliorer. Moi, j'ai une montre, là, et quand je regarde toujours le nombre de pas que j'ai fait, puis j'ai comme le goût naturellement de m'améliorer. Je pense que c'est essentiel qu'on ait un outil pour être capable de mesurer notre empreinte carbone au niveau de notre ville, être capable de le faire également au niveau des quartiers, des secteurs, pour qu'on soit en mesure après ça d'identifier des actions et de les mener collectivement, ces actions-là. On peut arriver avec des outils déjà faits, mais je pense que co-construire dans la première année sur des actions concrètes qui vont trouver écho chez les citoyens et les groupes, ça va porter très loin. Merci. Merci beaucoup, Madame Latendresse. Alors, nous voilà rendus déjà à la conclusion de 1 minute chacun d'entre vous. Vous permettez, M. Laramé, puisqu'on a encore des cartes... Ah, vous pouvez partir avec? Non, je peux partir avec, mais je tiens quand même, parce que je trouve ça dommage, je vais l'utiliser parce que je trouve ça dommage, on est dans un débat non partisan ce soir, puis il y a quand même des attaques non fondées qui ont été faites de la part de M. Léveillé à l'endroit de Jonathan Tabarra, que je souhaite rétablir, parce que ce n'est pas le président du réseau de transport de Longueuil qui siège sur le conseil d'administration de la RTM, c'est la mairesse de Longueuil qui a le devoir justement de promouvoir les intérêts de Longueuil et qui doit justement se lever et établir son point au conseil d'administration lorsqu'on parle de coupure, parce que le RTL, au contraire, ça a été un modèle de bonne gestion pendant la pandémie. Ils ont pris des décisions difficiles, des décisions qui s'imposaient. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle le RTL devrait subir les compressions qui sont imposées à la RTM présentement. Et il y avait une personne qui devait prendre la parole autour de la table de la RTM, et c'est la mairesse de Longueuil. Merci. M. Léveillé, il vous restait une carte, vous aussi? Alors, madame, pourquoi avez-vous mentionné que M. Tabarra, c'était à cause de lui, quand il était président,
que tous les bienfaits du RTL ont été dus? Merci. Voilà les cartes. stratégie qui est développée par le RTL. Les cartes sont épuisées, mais il vous reste... Mais je l'utilise. C'est bien ça. Vous pouvez l'apporter avec vous. Oui, c'est ça. Il vous reste donc chacun 45 secondes pour conclure vos exposés, ce débat, mais surtout les enjeux auxquels vous avez répondu. La première à y répondre pour son 45 secondes, Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui, mais justement, je pense qu'on est rendu à Longueuil à une époque où on doit justement aller vers l'action. Une action qui soit positive, une politique de collaboration, de concertation avec les différents acteurs pour être en mesure de relever les défis immenses qui se posent à nous si on est sérieux avec l'urgence climatique. Je le réitère, notre équipe est pleinement engagée à poser différentes actions qui seront absolument nécessaires. C'est pour ça qu'on a développé des plans qui seront structurants. Nos plans sont solides, sont crédibles, sont appuyés également par des scientifiques, par des études. Et je réitère qu'on souhaite se doter également d'un conseiller scientifique indépendant à la Ville pour être certaine que chacune des décisions qu'on prenne, elles reposent sur la science. Je pense qu'on en est là en 2021. Comme je disais, c'est une question très simplement de responsabilité que nous avons comme décideurs politiques. Et c'est clairement ce à quoi mon équipe et moi, nous engageons. Merci beaucoup. En deuxième position, M. Letourneau, vos 45 dernières secondes. Oui, bien, on parle de leadership. Moi, je vais vous parler d'expérience. J'ai été pendant 9 ans le président d'un des plus gros fonds de développement durable au Québec, c'est-à-dire le Fonds d'action des travailleurs de la CSN. C'est un fonds qui utilise comme levier la finance, je le dis, là, la finance, l'épargne des travailleurs et des travailleuses pour être capable de faire du développement social, du développement économique et, bien sûr, d'intervenir sur les enjeux environnementaux. Alors, Fonds d'action s'est retiré complètement d'investissement dans tout ce qui s'appelle pétrole et d'investissement dans des secteurs qui ont un impact direct sur l'environnement. C'est les valeurs de développement durable qui vont me porter à la mairie de Longueuil dans la gouvernance de la ville au cours des prochaines années. Et vous pouvez être assuré que toutes les représentations seront faites avec la société civile pour placer Longueuil au cœur du développement durable. Merci beaucoup, Madame Latendresse, pour votre dernier mot de la soirée. Je sais que dans les 4 prochaines années, ça va prendre un leadership, je dirais, affirmé, convaincu, pour qu'on soit capable de prendre un réel virage vert à Longueuil, un virage qui va exiger beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de concertation, beaucoup plus de collaboration. Donc, il va falloir changer la façon qu'on regarde, inverser la pyramide pour qu'on soit capable de passer réellement à une vision verte. Comme élu d'une grande ville, on doit s'assurer que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont vivre dans les générations futures et que quand on laissera la ville aux autres, on pourra dire qu'on a agi ou on devait agir. C'est ce que je m'engage à faire et, comme je dis toujours, faisons Longueuil ensemble. Merci beaucoup. En conclusion de cette soirée, M. Léveillé. Alors, ce que vous avez pu remarquer ce soir, c'est qu'il n'y a pas grande différence dans la façon de voir l'environnement. Tout le monde a comme priorité l'environnement. C'est dans le comment on fait l'environnement. Nous, chez Coalition Citoyen Longueuil, excusez-moi, je fais encore un lapsus, chez Longueuil Citoyen, on a des choses très précises, très concrètes. Je vois d'ailleurs que nos collègues ont commencé à s'inspirer de notre plateforme du mois de juillet. Il y a des choses qui arrivent qui deviennent de plus en plus intéressantes. Mais à notre point de vue, ce sont des petits gestes qui vont nous faire aller de l'avant et non pas strictement des grands gestes. Les grands gestes, là, j'en entends depuis les 30 dernières années, puis on a fait du surplace. Moi, je pense que les petits gestes, les choses qui vont faire qu'on va avancer, les petits gestes ambitieux vont faire en sorte qu'on va se doter de réels changements et de s'appuyer effectivement sur des gens qui ont la science, qui peuvent nous éclairer dans nos décisions pour être en mesure de pouvoir faire de l'environnement une priorité à Longueuil.
Merci, M. Léveillé. Alors, ça conclut, ou presque, cette soirée. Il me reste à vous dire d'abord, personnellement, merci. Vous avez été tout à fait respectueux, même impeccable là, ce soir. Vous avez été de bons joueurs et de bons débatteurs. Merci pour la discipline aussi. Bien évidemment, ce débat n'a pu répondre à toutes les questions. Les enjeux sont nombreux, parfois complexes, et pour faire un choix éclairé en lien avec les préoccupations des citoyens, n'hésitez pas à questionner les candidats sur vos préoccupations, consulter les programmes et les engagements des partis en regard avec les 68 propositions citoyennes. La planète s'invite à la mairie et surtout, considérant l'importance des enjeux, l'organisme vous invite évidemment à les voter et à celui ou celle qui sera, à partir du 7 novembre prochain, maire ou mairesse de Longueuil. Je pense que vous devez et vous pouvez vous attendre à revoir les gens de la planète s'invite au Parlement de Longueuil au cours des 4 prochaines années à vos assemblées publiques. Je n'en doute même pas. Cela dit, un dernier mot pour dire que le groupe s'invite au Parlement aimerait remercier Vivre Ouvert, l'Université de Sherbrooke pour la location du local ici, les productions Mégamix, le CRE Montérégie également, ainsi que le regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke, le REMDUS. Et bien sûr, remerciements aux bénévoles qui ont contribué à faire de cette soirée, je pense, et j'en suis même persuadé, un succès. Il me reste aussi à souhaiter que cette caméra fournisse à nos amis de Facebook plein d'informations et qu'il soit vu par des milliers de personnes. Merci encore à tous. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Bravo à vous.